Bonjour tout le monde, marhaba bikum. C'est un réel plaisir pour moi d'être là. Donc, je tiens tout d'abord à remercier en ma qualité de modérateur de cette table ronde tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cet événement, que ce soit de près ou de loin. Et je m'adresse en particulier, bien entendu, à l'équipe Tfanen. Donc, je rappelle que cette table ronde s'inscrit dans le cadre du Mois de l'Europe, donc autour de la contribution de la culture au développement durable. Et c'est une table ronde, c'est une première autour des thématiques de tendance des pratiques culturelles en Tunisie qui a comme ambition de partager les résultats de l'enquête sur les pratiques culturelles en Tunisie. Nous avons l'immense plaisir d'avoir parmi nous, parmi les panélistes, Monsieur Mohamed Dorjmen. Bonjour, si Mohamed. Donc, vous êtes le directeur de la société de sondage ProData. Madame Emel Safar, pardon. Bonjour Emel. Donc, vous êtes chargée du volet qualitatif de l'enquête sur les pratiques culturelles en Tunisie, menée par Tfan Tunisie Créative. Donc, bonjour Emel. Marhaba. Monsieur David Fajol, vous êtes le directeur général de la Fondation Robert de Sorbonne de Paris, donc, dont l'intervention consiste à justement parler des enquêtes avec un intitulé, donc je cite, les enquêtes sur les pratiques culturelles, pourquoi faire? Enfin, nous avons Siemine Razouzi. Bonjour Siemine. Donc, vous êtes consultant expert en économie culturelle et créative et chargé de la mission chez Culturel Commandité par Tran pour le compte du ministère des Affaires culturelles dans le cadre de l'initiative Service public. Donc, Mohamed Emin nous parlera du rôle du secteur privé dans l'amélioration de l'accès à la culture en Tunisie. Juste un petit mot donc, pour les participants qui nous suivent en live streaming. Donc, sur le Q&A. Donc, on aura l'occasion de réagir à ces questions-là, à récolter les questions les plus pertinentes et par la suite consacrer un moment, après que nos collègues ont fini avec les interventions, poser les questions et interagir avec vous à cet effet. Donc, je cède la parole à Monsieur Damien, notre collègue de Tfanen, qui est le team leader de Tfanen, et Si Mohamed Ali, qui est responsable mail dans le cadre du programme Tfanen. À vous la parole. Juste le micro, Monsieur Damien. Si vous Merci pouvez beaucoup, Monsieur Hedi. Merci, bonjour à toutes et tous. Bienvenue. Je vais être très rapide, simplement pour vous remercier de nous rejoindre pour cette série de tables rondes sur les politiques culturelles en Tunisie dans le cadre du mois de l'Europe. Deux mots sur le contexte de cette discussion. À Tfanen, nous avons constaté que l'accent était souvent mis sur l'offre de culture en Tunisie, mais peu sur la demande. Et nous avons constaté à travers nos activités dans les régions, nos subventions de projets, que la demande de culture était très forte, mais aussi très diverse en Tunisie. Et donc, pour alimenter la connaissance sur la demande de culture, nous avons lancé une enquête sur les pratiques culturelles. Pour ça, nous nous sommes inspirés des modèles marocains et français, mais nous avons aussi co-construit avec nos partenaires de ProData, que je salue, une approche adaptée aux réalités tunisiennes, qui va vous être présentée cet après-midi et qu'on va discuter. Donc, j'espère vraiment que cette initiative va créer un précédent à la fois pour les politiques culturelles en Tunisie, mais aussi pour les programmes culturels européens dans d'autres pays et dans d'autres régions. Merci beaucoup. Merci Damien et merci Hedi. Je suis très ravi et très content que vous soyez avec nous aujourd'hui pour cette table ronde. Le sujet, c'est les pratiques culturelles des Tunisiens. On est très content d'avoir conduit cette étude qui est une étude inédite en Tunisie. Donc, comme a dit Damien, notre objectif moyen et long terme, c'est que l'offre culturelle, que ce soit publique et privée en Tunisie, soit inspirée et se base sur la demande des Tunisiens. Donc, on a commencé cette étude l'été dernier. C'était très enrichissant comme expérience. Et on espère que les pouvoirs publics vont capitaliser sur cette première étude sur les pratiques culturelles en Tunisie
et je cède la parole à mes chers collègues Mohamed Torjman et Amel Safar qui ont brillamment conduit cette mission. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je voudrais tout d'abord remercier vraiment British Council et le programme FUN de nous avoir accordé sa confiance pour réaliser cette étude. En fait, cette étude a été réalisée à plusieurs volets. Je ne sais pas si vous êtes en train de voir l'étude ou pas. C'est bon. Donc, la méthodologie, cette étude a été réalisée en 3 étapes. Une première étape a été constituée par des focus groups qui ont été réalisés dans différents gouvernements en Tunisie, avec des groupes de jeunes et des groupes d'adultes. Ensuite, en deuxième étape, on a fait une grande étude quantitative avec des questionnaires en face à face. Et en troisième étape, des entretiens semi-directifs avec des parties prenantes dans la culture pour interpréter les résultats de l'étude. Donc, pour l'étude quantitative, on a interrogé 1832 répartis dans les 24 gouvernorats selon les quotas du sexe, âge, lieu de résidence et niveau d'instruction. Je voulais juste noter qu'on avait 64,4% de l'échantillon étaient âgés entre 15 et 35 ans. Donc, un échantillon assez conséquent de jeunes. Pour les résultats de l'étude, le premier chiffre, c'est que 95,3% des gens disposent d'une connexion Internet. D'ailleurs, avec une connexion assez fréquente de 75,7% tous les jours ou presque. Ensuite, on passe à la perception de la culture. Et on voulait voir, on avait déjà entamé la perception de la culture, on avait investigué sur la perception de la culture dans les focus group. Et dans l'étude quantitative, on a quantifié les modalités de réponse. En spontané, quand on demande aux gens une seule réponse possible, quand je vous dis culture, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? 22,2%. En fait, le classement n'est pas établi, mais ce que je voulais montrer, c'est que ce qu'on a en rouge foncé, c'est des définitions qui sont liées à la connaissance, les études, les connaissances, lecture des livres, l'information, s'informer, les sciences, la médecine. Donc, c'est 65,7% des gens, pour eux, la culture est associée aux connaissances et aux études. Et pour le reste, c'est environ 34% qu'on peut associer les arts, théâtre, film, musique. Donc, la culture reste très associée vraiment à la connaissance. Ensuite, on avait proposé des modalités de réponse, des définitions de la culture. Et donc, 6 définitions, 29,4% ne se sont reconnus dans aucune de ces définitions. En revanche, 46,6% s'est reconnu dans la définition ensemble d'expressions artistiques, 27,5% s'est reconnu dans le levier de promotion de l'identité, 25,3% dans politique d'État. Je voulais juste citer que les gens avaient la possibilité de choisir plusieurs définitions. Bon, rapport général avec la culture, quelles sont les pratiques considérées comme culturelles? Et c'était une question qui a été posée en spontané. Et en première réponse, on obtient lire des livres. Deuxième réponse, regarder, écouter, lire les informations. Troisième réponse, lire les magazines, tout support. Donc, on voit que les 3 premières plus importantes réponses, c'est toujours lié à la culture, l'information, les connaissances. Donc, ça reste quand même une définition paradoxale qui n'a rien à voir avec les aspects culturels. Dans une deuxième étape, on a voulu voir les pratiques culturelles conventionnelles. Quand on dit ce qu'on a défini par pratique culturelle conventionnelle, c'est regarder la télé, la radio, la presse magazine, écouter la radio, lire la presse. Et donc, on voit que la pénétration de la télévision est assez importante, toujours sur un support classique, la télévision,
En revanche, pour la radio, dont la pénétration d'année en année diminue, on regarde qu'il y a un nouveau support qui est le smartphone. Pour la presse magazine, la pénétration est très faible et c'est confirmé par plusieurs études. Elle n'est que de 5,3% avec un support classique. Que regardent, on s'était posé la question, que regardent les Tunisiens à la télé? Et là, on voit pour l'ensemble des Tunisiens, ce qui vient en premier, c'est les feuilletons tunisiens. Et autant les hommes que les femmes. Ensuite, on a les variétés, on a les feuilletons turcs et indiens, où il y a plus de femmes qui le regardent que des hommes. Ensuite, on trouve vraiment en 9e ou 10e position les émissions culturelles à 30% et avec un peu plus de femmes que d'hommes. Pour les pratiques culturelles conventionnelles, donc pratiques culturelles conventionnelles, ce qu'on appelle par regarder des films, écouter de la musique ou des concerts, lire ou écouter des livres en version audio, jouer à des jeux vidéo, jouer à des jeux de société, on voit que 34,4% ne pratiquent aucune de ces activités. En revanche, 44,7% regardent des films documentaires, 42,5% écoutent de la musique et la lecture de livres, elle est uniquement à 16,1% avec 7,6% des gens qui la pratiquent le plus souvent, ce qui est un score quand même assez faible. Ensuite, pour écouter de la musique, le support choisi le plus important, c'est devenu le smartphone. Pour l'ensemble de la population et un peu plus pour les jeunes. Les chansons préférées, style musical préféré, c'est le rap tunisien, chanson orientale actuelle, chanson orientale classique, chanson tunisienne ancienne et du mezzoud. Ensuite, pour lire les livres, c'est-à-dire pour ceux qui lisent les livres, donc ça reste toujours un support physique, aussi bien pour les jeunes que pour l'ensemble de la population. Bien sûr, c'est une description des comportements des 16,2 personnes qui lisent les livres. Donc, pour ceux qui ne lisent pas les livres, donc le reliquat, ne sont pas intéressés par la lecture, n'étant pas intéressés par la lecture, surtout. Je laisse à Emel nous interpréter ces résultats au vu des résultats de… Justement, quand on pose la question aux intervenants, aux acteurs, ils rajoutent la perte de l'habitude de lecture. Le livre n'est plus, pour la plupart des Tunisiens, est considéré comme étant un matériel scolaire. Qu'on oublie une fois les études terminées, le faible effort de communication et d'accompagnement pour conseiller, orienter, inciter à l'achat des lecteurs, le faible usage des nouvelles technologies, la faible médiatisation dans les médias, les écrivains ne sont pas connus, valorisés, et puis on rajoute que le livre importé est quand même assez cher avec la dégradation de la monnaie tunisienne. D'accord, donc on termine. Pour les films et les séries, pour ceux qui regardent les films et les séries, on a le support classique qui est la télé, aussi bien un peu plus pour l'ensemble de la population que pour les jeunes. En revanche, pour les jeunes, on voit que le support radio et le support smartphone et ordinateur sont des éléments qui commencent à pénétrer, à s'établir dans les pratiques, habitudes des jeunes. Pratique culturelle à l'extérieur, et quand on dit pratique culturelle à l'extérieur, c'est pour nous aller au cinéma, aller au spectacle de musique, aller au théâtre, fréquenter une bibliothèque, visiter des musées, aller à des spectacles de danse, visiter des galeries d'art. Et pour ces activités-là, on a 83% des Tunisiens qui ne pratiquent aucune de ces activités. Donc, c'est un chiffre assez conséquent. Et quand on leur demande pourquoi, c'est surtout par manque d'intérêt, manque de temps, manque d'argent,
la conjoncture, moi, il faut dire qu'on était passé par… on est dans une conjoncture un peu spéciale où la pandémie a eu beaucoup d'influence sur le comportement des gens. Et là, justement, là, quand on a essayé de voir aussi avec les différents acteurs, on nous avance beaucoup plus de raisons qui justifient ou qui expliquent ce manque de cette faiblesse des pratiques culturelles, telles que l'absence d'une éducation culturelle et d'un ancrage dans la culture, l'absence de stratégie claire de la part de l'État, la dissociation entre les préoccupations et les systèmes culturels et éducatifs, le décloisonnement du secteur culturel et l'absence de capitalisation sur les expériences faites, la non-adaptation de l'offre aux besoins et la faible implication des citoyens et des collectivités en amont des projets, l'absence, la faiblesse aussi du financement, les difficultés de distribution, de diffusion des produits et des services, la faible communication sur les produits et les services, la faible connaissance et l'attractivité des sites culturels, la faible implication des jeunes. Et là, on retrouve ce que Mohamed vient de dire, expliqué par le manque de temps, la faible sensibilité, connaissance des parents, de l'impact positif de la culture pour leurs enfants. La culture est reléguée au deuxième plan ou même après les études. Les études, c'est beaucoup plus important pour les parents. Il y a aussi l'insuffisance de la coopération intra-institutionnelle et aussi institutionnelle, des actions de court terme engendrant une absence d'ancrage dans les activités culturelles, l'absence d'espace culturel. Il y a très peu de salles de cinéma, de salles de concert, de théâtre, et ça, beaucoup plus dans les régions que dans le Grand Tunis. La rareté de l'infrastructure, mais aussi la difficulté de se servir de l'infrastructure qui existe déjà. L'absence d'infrastructures adaptées aux exigences en qualité des spectacles, et particulièrement dans les régions. L'absence d'aménagement des sites et des lieux de patrimoine culturel pour faciliter justement les visites, une absence totale de signalétique au niveau de ces espaces et l'absence de lieux d'apprentissage et de pratiques d'activités culturelles. Là, pour moi, il y a un verbatim important, un certain acteur qui me disait, quand on ne crée pas de conservatoire pour les enfants, on perd un citoyen avec une écoute critique et un goût de la musique. Voilà. Donc, c'est un récapitulatif des principales causes avancées par les parties prenantes. Pour le cinéma, les sources d'information sont surtout Facebook et le bouche à oreille, avec 60,8 et 43,4. Amel, à toi. Oui, justement, d'ailleurs, à ce niveau, les activités, c'est plus présent dans le Grand Tunis. Et d'ailleurs, même à ce niveau, la consommation est plus importante lors d'événements spéciaux tels que le JCC. Et on y va assez souvent pour voir des nouveautés, mais c'est aussi une action de sociabilité. Donc, tout le monde y va, tout Tunis y est, donc on va par la même occasion. Pour les régions, pourquoi les gens ne vont pas? Parce que d'abord, la programmation est très limitée, par manque d'espace, un public hétérogène avec des fois des pratiques réellement peu respectueuses des familles excusez-moi là. Alors peu respectueuses donc des familles et du cadre, et justement l'absence de communication sur les événements. Pour les festivals et les spectacles, les grands spectacles, la pénétration aussi reste très faible, 6,3 et 7,8. Et c'est pratiquement la même chose, hein. La faible fréquentation, elle est expliquée par la faible attractivité d'abord de la programmation, le prix élevé du billet. Donc, il y a plusieurs personnes qui nous disaient 25 dinars le billet pour une famille de 4 personnes, c'est 100 dinars, c'est énorme pour le budget du Tunisien, le timing, le manque de communication sur les événements, les difficultés d'accès, la même chose, le public est hétérogène, et puis la mauvaise organisation au niveau de la vente des billets ou éventuellement des spectacles qui sont annulés à la dernière minute, etc. Bon, les bibliothèques. D'ailleurs, là aussi, Mohamed, si tu le permets, là aussi, les chiffres sont alarmants. Donc, on a un taux de fréquentation qui est de 3,7% des Tunisiens, et c'est à peu près la même chose. Donc, au niveau des jeunes, on a un taux de 4,8%. Et quand on essaye de voir pourquoi cette faible fréquentation, assez souvent, les réponses, c'est d'abord l'image et la vidéo qui dominent l'univers de l'enfant, la perte de l'habitude de la lecture chez les parents, etc., donc qui se traduit après au niveau des enfants, l'absence de la valorisation du lecteur. Les enfants se moquent
quand il y a un autre jeune qui est en train de lire un livre, ils vont se moquer d'eux, et l'absence d'activité ludique pour inciter à la lecture au niveau de l'école, de la bibliothèque, et enfin de tous les espaces où on va retrouver, que ce soit l'adulte, mais surtout le jeune ou l'enfant. Tout à fait. Pour les maisons de culture, la pénétration reste très faible. On a une moyenne de 2,7, même auprès des jeunes qui sont la cible de ces lieux-là. La pénétration est de 6,3 uniquement. Et c'est valable pour le Grand Tunis par tranche d'âge et au niveau des régions. C'est les mêmes. Voilà, vous le voyez en rouge, c'est vraiment le score est très très faible partout. Donc, quand on demande des gens pourquoi vous n'y allez pas, donc les gens disent par manque d'intérêt. Il n'y a pas un intérêt à y aller, c'est une question d'offre, il n'y a pas une superbe offre. Madame Amel va nous en parler tout à l'heure un peu plus. Ensuite, par manque de temps, les problèmes d'éloignement, de distance, aucun apport pour ces centres culturels ou pour les jeunes, inexistence d'activité. D'ailleurs, quand on demande aux gens quelle est la maison de jeunes la plus proche, combien de temps vous mettrez pour aller à la maison de jeunes la plus proche, c'est 36,7%, 36,7 minutes, pardon. Et les activités les plus pratiquées, ça reste le sport en salle et la lecture des livres. Pour la maison de jeunes aussi, c'est exactement les mêmes scores. D'ailleurs, dans les focus, il y a eu des confusions entre maison de jeunes, maison de culture. Il n'y a pas une identité très distincte entre les deux concepts dans la tête des jeunes, par manque comment dire, il n'y a pas une image très précise dans la tête des jeunes. Donc, on a juste un pic au niveau de fréquentation auprès des 15-25 ans. Sinon, pour le reste, c'est des scores très, très faibles et cela, quelle que soit la région. Là aussi, les raisons de non-fréquentation, c'est le manque d'intérêt en premier, manque de temps, problème d'éloignement, aucun apport, inexistence d'activité. Le temps, c'est 32,3 minutes. C'est pas très loin, c'est des temps pour y arriver, pour y aller identiques entre les maisons de jeunes et les maisons de culture. Les deux activités les plus pratiquées, ça reste de lire des livres ou faire du sport en salle. Ben justement, c'est à peu près la même chose. Hein. Donc, la faible fréquentation, elle est expliquée par un contenu inadapté, le manque de formation d'initiative, des budgets opérationnels perçus insuffisants, les locaux qui sont des fois délabrés, mal situés ou inadaptés, et puis des équipements insuffisants. On va essayer de faire vite, Mohamed. Il reste 5 minutes. 5 minutes, mais on a presque terminé. Donc, pour le pratique de tourisme culturel, ce qu'on appelle par pratique de tourisme culturel, pour nous, c'est des randonnées sur les sites naturels ou du tourisme intérieur ou culturel pour visiter des villes ou des visites de sites historiques. On a 75,4% des gens qui font pas cette activité. En revanche, on sent que la randonnée est une activité qui se développe. Elle est pratiquée par 13,8% des gens et le plus souvent pratiquée par 12,7%, qui sont quand même des scores assez élevés. Et on avait regardé, la moyenne d'âge était c'était surtout des jeunes qui allaient vers qui pratiquaient cette activité. Les pratiques culturelles numériques, ce qu'on désigne par pratique culturelle numérique, c'est faire de la photographie, créer des chaînes YouTube ou créer des jeux vidéo, animer des blogs, créer des produits audiovisuels. 48,5% des gens ne pratiquent pas cette activité. Les pratiques culturelles artistiques qu'on désigne par ce qu'on désigne faire du théâtre, jouer d'un instrument, peinture, dessin, sculpture, poterie, écrire des poèmes et des textes ou faire des rencontres de poésie. 96,9% des gens ne pratiquent pas cette activité. Alors que nous, on croyait que c'était ça la définition de la culture. Donc, les activités créatives artisanales. Si Mohamed, si on peut passer à la conclusion, si c'est possible, parce qu'on a une contrainte de temps. Monsieur David doit nous quitter bientôt, donc c'est pour ça. D'accord. On est à 19 minutes. Hein. Excellent.
On est à 19 minutes. J'avais 30, je crois. Okay. Donc, pour les activités culturelles et créatives et artisanales qu'on désigne par faire de la cuisine, faire du jardinage, faire de la broderie, couture ou restaurer des meubles anciens, on a 59,1% des gens qui ne le font pas. Mais on voit une pratique, tout ce qui est nouvelle pratique pour tout ce qui est cuisine. Synthèse, je crois qu'on a terminé. C'est Madame. Voilà, donc, en fait, pour la synthèse, donc nous, on a essayé de voir un petit peu très vite du côté de l'offre et de la demande. Donc, un patrimoine riche mais non valorisé, faiblement exploité, une offre créative, certes plus importante, plus variée, mieux structurée et organisée qu'avant 2011, mais qui reste encore faible et pas suffisamment attractive. Une offre culturelle à deux niveaux. Et au niveau de la demande, on nous parle d'une demande plus réactive que proactive, une appréhension de la culture dans sa dimension plaisir et une évolution timide, mais le Tunisien reste peu habitué et peu porté sur une consommation culturelle régulière, et c'est ce qui a été prouvé par l'étude Conti. Alors là, bien sûr, il y a des recommandations, beaucoup de recommandations ou de propositions qui ont été faites par les différents acteurs. D'abord, on va dire l'importance d'un contenu innovant, attractif et de la communication, de la médiation dans un projet culturel, mais surtout, il y a une recommandation transversale qui exige un travail d'ancrage visant essentiellement les enfants, ayant pour objectif de développer leur implication, d'inculquer les pratiques culturelles en donnant à l'art et à la culture une place centrale dans l'éducation et non pas en marge des programmes scolaires. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne comme proposition? Il y a différents axes. Alors, le premier axe, si vous faites tourner la feuille, Mohamed, donc le premier axe, c'est d'abord travailler sur l'éducation artistique et particulièrement dès le plus jeune âge pour permettre aux enfants de découvrir progressivement les arts à travers des pratiques et des expériences artistiques. Et à ce niveau, donc, on demande aussi de travailler sur la formation des professionnels de l'enseignement des arts et des enseignants généralistes avec une implication des artistes, des historiens, des spécialistes du tourisme alternatif. Deuxième axe, un contenu attractif et adapté à chaque site, ce qui suppose, alors ça suppose d'abord une analyse de la demande et le comportement des différents profils des clients et le développement de contenus artistiques et culturels en interaction avec leur environnement et surtout en accord avec leur vie et la vie dans leur région, ce qui suppose aussi d'accorder une place plus importante à la convivialité et aux biens et aux services, parce qu'on a vu que c'était une culture plaisir, ils recherchaient beaucoup le plaisir dans ça. Penser à vivre des expériences construites par l'individu lui-même, qui va s'approprier les éléments constitutifs du projet, et ça va faire que par la suite, il peut y avoir éventuellement de bouche à oreille positif, etc. Le troisième axe, une pérennité des actions, et on considère là que le respect d'une périodicité, ça va créer des habitudes et des ancrages, et donc la création d'une dynamique culturelle qui entre dans le quotidien. On prend un exemple, le JCC, c'est un événement, les gens l'attendent, parce qu'il y a justement pérennité, parce qu'il y a périodicité. Quatrième axe, aller vers le public, développer des formes artistiques et culturelles là où les individus se trouvent, c'est-à-dire dans leur quartier, dans leur école, sur les lieux de loisirs, dans les cafés, les salons, etc. Cinquième axe, une application plus importante des jeunes dans l'élaboration des actions. Ils vont avoir un effet d'entraînement sur les autres jeunes comme eux, mais c'est aussi… Amal, juste, ça nous vient de ceux les participants qui nous suivent. Si vous pouvez juste baisser le débit de parole pour que ça soit compréhensible. On va y arriver, ne vous inquiétez pas. Non, alors brièvement, donc voilà. Donc l'axe 4, c'est aller vers le public, là où il est. L'axe 5, une implication plus importante des jeunes dans l'élaboration des actions. Ils vont avoir un effet d'entraînement naturellement sur les autres jeunes comme eux, sur leurs parents, et donc ça va être positif, cet effet d'entraînement. L'axe 6, un renforcement et une imprégnation des cultures et des identités locales. Et ceci est considéré par les acteurs comme important. Pourquoi? Parce qu'il pourra renforcer par la même occasion le tourisme alternatif en ayant une offre spécifique à chaque région. L'axe 7, une mise en place d'un programme de médiation et des stratégies de communication. Et là, il faut mettre l'accent, ils sont en train de mettre l'accent sur l'importance de la formation à la médiation, avec des finalités éducatives
des finalités récréatives, sociales et citoyennes, ils mettent beaucoup aussi l'accent sur la nécessité d'aller vers le digital, mais aussi une communication expérientielle, aller chercher les vécus et communiquer sur les vécus à travers, par exemple, une expérimentation sensorielle ou à travers le retour d'expériences des proches, des micros, trottoirs éventuellement suite à des événements, etc. Le 8e axe, une meilleure gestion des espaces. Et là, il y a une recommandation qui peut être intéressante dans le sens où on propose la mise en place d'espaces polyvalents, accueillant des propositions artistiques et culturelles parmi d'autres services. Donc, les gens vont vivre une expérience positive et ça va aider à travailler sur justement cet ancrage. L'axe 9, une meilleure coopération intra-institutionnelle et interinstitutionnelle. Et là, il y a un paquet énorme de propositions. Je vais peut-être choisir 2 ou 3. À titre d'exemple, au niveau des régions, il faut des interlocuteurs au sein des communes, des programmes qui suivent en impliquant les écoles, les lycées, les jardins d'enfants, la société civile, plus de collaboration entre les acteurs culturels et les acteurs du tourisme, plus d'implication des étudiants qui ont souvent leurs propres activités au sein de leurs universités, une valorisation des ressources culturelles. Il y a même des propositions pour la création de pôles culturels qui peuvent prendre différentes formes selon les régions et les contextes. Alors, pour terminer, une approche territoriale axée sur la décentralisation, mais il y a aussi la proposition d'une économie créative basée sur une alliance entre les startups naissantes et le tissu créatif existant. Je voudrais juste 30 secondes rajouter. Rapidement, si Mohamed. 30 secondes. Moi, parce qu'Amel a donné beaucoup d'éléments, mais je crois, si je synthétise, moi je crois qu'il faut travailler la demande plutôt que d'investir dans l'offre. C'est en travaillant sur la demande qu'on va créer l'offre. Aujourd'hui, il faut pour moi, à mon avis, et en ayant regardé l'étude quantitative et qualitative, je crois que les maisons de culture et maisons de jeunes, et je ne vois pas pourquoi il y ait 2 types de maisons, ça peut être rassemblé dans une seule maison, peuvent être des vecteurs aujourd'hui pour vraiment faire connaître tout ce qui est pratique culturelle, les instruments de musique, la lecture, le théâtre, le sport, beaucoup de choses. Ça peut remplacer ce qu'on avait avant, comme avant les quartiers en Tunisie, et les enfants allaient jouer dehors. Aujourd'hui, vu le contexte, les gens ne peuvent plus le faire. Mais ces maisons-là, les maisons peuvent remplacer et nourrir la demande. C'est-à-dire, quand on fait du théâtre ou on joue un instrument, toute sa vie, on va aller voir des spectacles de musique ou de musique classique, ou on va faire du théâtre ou regarder des pièces de théâtre. Si Mohamed, merci beaucoup. Merci on était obligé de vous faire accélérer un peu dans la présentation. Donc, comme ça, merci beaucoup pour cette présentation assez riche et ambitieuse. Je rappelle que c'est une première initiative avec une telle ampleur en Tunisie en matière d'études sur les pratiques culturelles en Tunisie. Donc, je sais, bon, on commence un peu à avoir des réactions, des questions, notamment par rapport au rapport culturel. Cette enquête a été faite sur tout le territoire tunisien ou pas. On va interagir avec vous après. Donc, je cède la parole à Monsieur David, donc, avec son intervention intitulée « Les enquêtes sur les pratiques culturelles, pourquoi faire ?» On vous écoute. Merci pour l'invitation. C'est un temps de travail là-dessus. J'étais conseiller du ministre de la Culture français notamment sur les études et la prospective et les statistiques. Et ensuite, j'ai dirigé le département des études brièvement de 2013 et 2014 du même ministère, 2012-2013. Donc, ça remonte un petit peu, mais comme vous le savez peut-être, il y a en France, et c'est peut-être un point de comparaison pour lancer la discussion, il y a une enquête en France qui s'appelle Pratiques culturelles français, qui a été lancée en 1973 et qui fait l'objet d'un enrichissement et
de nouvelles éditions en lien direct avec l'Institut national des statistiques, à peu près tous les 8 ou 9 ans. Il y a une nouvelle édition qui vient de sortir. Donc, je peux en parler peut-être un petit peu et vous donner un point de vue un peu plus général, peut-être un peu plus politique, parce que j'ai eu la chance d'être des deux côtés de la barrière, si j'ose dire, c'est-à-dire du côté cabinet ministériel, où on vous envoie les fameuses études, dont entre autres pratiques culturelles, mais aussi celles sur le financement de la culture, sur différents types de sujets, sur le territorial aussi. Et on essaie de voir si c'est transposable en politique publique, si ça peut influencer sur la conception de nouvelles politiques, ou voire participer à leur évaluation. Et ensuite, en interne, du côté des services, les départements, les équipes de sociologues et d'économistes qui travaillent là-dessus, comment ils se positionnent, si vous voulez, vis-à-vis de la demande politique et de sa réceptivité. Donc, je voulais juste faire quelques considérations générales pour nourrir, j'espère, de manière utile votre débat. C'est d'abord un premier point sur la question du positionnement de ce type d'études, c'est-à-dire à qui vous la destinez. Est-ce que c'est un prototype? C'est des questions en fait que je vous pose. Est-ce que c'est un prototype qui serait destiné à terme à être institutionnalisé ou à être produit de manière régulière? Une deuxième remarque que j'aimerais faire, c'est peut-être sur les pratiques numériques, sur la capacité ou non de ces études sur les pratiques culturelles, avec une méthodologie de type questionnaire déclaratif, disons, pour aller vite, sur échantillon représentatif. Est-ce que ça peut prendre véritablement en compte, avec quelles limites, ce qu'on appelle les pratiques culturelles numériques? C'est un vrai enjeu. Ensuite, il y a la dimension comparative. Je crois que c'est un point à terme très important. Et puis, voilà, c'est quelques points que je voulais évoquer avec vous. Quand je parlais de positionnement, la question, c'est en fait... il y a une peur des statistiques, il y a une peur du quantitatif, ou il y a parfois un désir du quantitatif qui est assez intéressant. Je prends l'exemple français, si vous voulez. En 1963, quand a été créé le service des études et de la recherche du alors très jeune ministère de la Culture, créé en 1959, il y avait quelque chose comme une idée un petit peu technocratique gaulliste, on va dire, où on en parlait l'autre jour avec Eddy et Dali, disons que le sérieux des questions méthodologiques a été à peu près comparable à l'épaisseur des montures de lunettes des membres de l'équipe, si vous voulez. Il y avait un côté un peu comme ça, avec une idée aussi que tout ça était mesurable. On parlait à ce moment-là essentiellement de démocratisation culturelle. Ça peut se mesurer, on peut se donner des objectifs de moyen terme. Enfin, voilà, il y a une vraie ambition là-dessus. Et puis, en gros, pour aller très vite dans cette histoire-là, mais je pense qu'elle est intéressante à prendre en compte, si jamais vous envisagez une institutionnalisation de ce type d'enquête, qui est un engagement important, début années 90, 91, par là, une troisième édition, de mémoire, je crois que c'était la troisième édition de Pratiques culturelles et français, concluait, en gros, si vous voulez, à l'échec de la démocratisation culturelle. Ça ne marche pas. La reproduction sociale des publics fait qu'il y a une efficacité toute relative des politiques publiques dans le domaine culturel en matière d'enrayement de la reproduction, enrayement de la reproduction sociale, diversification des publics. Il y avait vraiment un sujet. Et effectivement, l'outil statistique permet de quantifier et d'objectiver des résultats qui ne font pas nécessairement plaisir à un pouvoir exécutif ou aussi un pouvoir parlementaire censé pouvoir justifier de la bonne allocation de la ressource publique sur des politiques. Donc ça, je dirais que de ce que je comprends de ce que vous avez lancé, vous avez la chance assez extraordinaire de pouvoir vous positionner sur ces questions en amont. Ce qui n'est pas nécessairement notre cas dans plusieurs États membres de l'Union, dont la France, où on se retrouve parfois avec des outils qui sont là depuis longtemps et qui ont eu des effets collatéraux à l'intérieur des administrations, ou aussi des pouvoirs publics ou des entités politiques chargées de définir les priorités des politiques publiques dans le domaine culturel. Et donc, ça peut rendre les choses un peu plus compliquées. Il y a quelque chose comme un paradoxe du côté français, je reviens sur l'exemple français, d'avoir au sein de l'administration centrale une entité, disons, de statisticiens, d'économistes et de sociologues chargée de dire ça va,
C'est un peu ça la difficulté. Alors, après, évidemment, on ne dit pas que ça ne marche pas, mais à quoi peut servir ce « ça ne marche pas » ? Est-ce que ça vient nourrir et de quelle manière des décisions de réorientation ou de priorisation d'actions en matière de politique publique par secteur? Par exemple, si on dit, je sais pas, prenons un exemple, il y a un vieillissement du public de la musique classique en France depuis 1973. Mais très net, dans les tendances longues, en série longue, on voit qu'il y a un vieillissement des publics de la musique classique. Voilà, c'est comme ça. Donc, ça peut, ça a des, disons, des déductions possibles en matière de non-renouvellement des publics. Est-ce que ça veut dire pour autant, qui va dire en fait qu'il y a besoin d'un travail spécifique de politique des publics, des salles de spectacle de musique classique? Est-ce que ça peut avoir une influence sur... Faut-il à ce moment-là consacrer plusieurs centaines de millions d'euros de budget pour créer une nouvelle salle sur des standards internationaux qui sera la Philharmonie de Paris? Vous voyez, ça peut avoir ce type de conséquences, y compris dans le traitement médiatique qui va en être fait. C'est-à-dire, bon, il y a quelque chose comme une controverse publique sur, à l'époque, hein, c'était il y a quelques années, sur l'opportunité ou non de continuer le chantier de la Philharmonie de Paris. Est-ce que c'est opportun, sachant que les enquêtes pratiques culturelles des Français montrent que cette tendance au vieillissement du public de la musique classique continue? Vous voyez, donc c'est des qui doivent être, on n'arrive pas à résoudre jamais ces choses-là totalement en amont, mais plus elles sont positionnées en amont, mieux on peut positionner ce type d'enquête. Est-ce que ce type d'enquête a pour vocation aussi de servir de boussole? Quel type de boussole? Mais aussi, est-ce qu'elle a une place dans l'évaluation des politiques publiques? Ça, c'est aussi une autre très grosse question, parce que l'évaluation des politiques publiques, j'imagine que vous en avez pour beaucoup d'entre vous l'expérience, peut-être, c'est le type de patate chaude qu'on se passe d'un service à l'autre. Donc, ça peut être en interne dans un ministère, vous allez avoir l'inspection générale des affaires culturelles, là en l'occurrence, dans le cas français, qui veut dire, non, nous sommes sur des missions d'inspection, donc on n'est pas là pour évaluer les politiques publiques. Donc, il va renvoyer ça vers le DEPS, le département des études de la prospective, lequel va dire, ah non, nous sommes justement dans la neutralité pure et parfaite du service statistique ministériel. Nous ne sommes pas là pour tirer les conclusions des chiffres que nous produisons, et ainsi de suite. Donc, vous voyez, après, vous créez un comité, vous mettez une inspection générale, le DEPS, et à la fin, vous avez un troisième tiers qui va être la Cour des comptes, qui éventuellement va faire l'arbitrage externe. Mais ça, c'est vraiment des questions à poser le plus possible en amont, parce que si jamais ce type d'enquête est amené à prospérer, à être reproduite, et c'est tout l'intérêt justement de ce type d'enquête, c'est de proposer une objectivation quantifiable et de long terme. Le plus désirable est d'avoir déjà une petite anticipation sur qu'est-ce que ça va impliquer en termes de positionnement à la fois politique et administratif, un peu des deux, vous voyez. Sur le long terme, ça c'est un point important, je crois que tout l'intérêt de ces études, pour éviter qu'elles fassent office, si vous voulez, juste de sondage ponctuel, et puis vous en referez un dans 5 ans ou dans 10 ans, ou peut-être pas, avec peut-être une autre méthodologie, ce qui fait que ça ne sera pas comparable. Donc, c'est d'être stable en matière de méthodologie, quitte à enrichir un questionnaire. Hein. Le questionnaire déclaratif, c'est vraiment des méthodes statistiques à l'ancienne. C'est très à l'ancienne, mais c'est stable et fiable si vous gardez le même questionnaire. Enfin, pardon, j'enfonce sans doute des portes ouvertes, et vous êtes spécialiste du domaine, donc c'est des questions que vous êtes certainement posées, mais je crois que tout l'intérêt, je reprends l'exemple français, l'intérêt de cet exemple, c'est justement son ancienneté, c'est-à-dire que vous avez effectivement des données depuis 1973. Par exemple, si vous parlez de la quasi-disparition of the reader, the big reader, like we call him. يقرأ كتب كبيرة. ما هو سقف 20 كتابا في العام 50 كتابا في العام؟ هذا يبقى للنقاش. معقد لك هذا المفهوم تحدث عنه القارئ الكبير الذي تبخر منذ 1953. Là, si vous avez les séries longues fondées sur une continuité méthodologique. Et là, ça devient très intéressant, parce que là, c'est à la fois intéressant d'un point de vue recherche, donc c'est vrai que vous allez nourrir des travaux de départements de sociologie dans les universités, mais ça peut aussi et surtout
orienter des priorités stratégiques de moyen ou long terme, au-delà de l'écume des jours des exécutifs qui se succèdent ou de considérations électorales. Donc ça, je crois que c'est vraiment tout l'intérêt de ce type d'études, avec ses limites. C'est-à-dire que la dimension quantitative peut être très critiquable. Plusieurs ministres de la Culture en France en ont fait la critique. Jack Lang le premier, en disant mais qu'est-ce que c'est que ce type de fétichisme du chiffre quand nous sommes en train de faire des investissements extrêmement qualitatifs, très difficilement quantifiables en termes de résultats de moyen ou long terme en matière de sensibilisation, d'éducation, tout n'est pas quantifié. Voilà. Il y a effectivement ce type de… Deuxième point que je voulais mentionner, c'était les pratiques numériques. Il est à l'évidence très clair que les questionnaires déclaratifs ont une très faible capacité d'appréhender ce qu'on appelle les pratiques culturelles numériques, c'est un fait. D'ailleurs, je reprends l'exemple français, mais aussi nos collègues espagnols ont été confrontés au même problème. Je me rappelle d'une rencontre justement des services statistiques et d'études des ministères de la Culture européens où on partageait nos bonnes pratiques, où nos collègues espagnols se posaient la question de savoir comment intégrer au mieux les pratiques culturelles numériques dans la grande enquête pratiques culturelles des Espagnols. Alors, est-ce que vous êtes plutôt podcast ou streaming ou téléchargement ou streaming? C'était à l'époque où le streaming n'avait pas encore son caractère dominant du côté de l'écoute de musique enregistrée. On voit bien que sur ce type de… Après, il y a des taux d'attrition, des questions méthodologiques complexes dues à cette méthodologie, mais on est très loin du type de la richesse d'analyses qui pourraient être faites sur des données qui sont celles des plateformes. Donc ça, c'est un enjeu récurrent, pas très politique public, parce qu'il y a d'autres enjeux, il y a des enjeux de régulation, il y a des enjeux de droit d'auteur, mais dans un monde idéal, on pourrait imaginer des collaborations beaucoup plus étroites avec les plateformes de distribution de biens culturels en ligne, justement pour pouvoir avoir une analyse plus fine en matière d'attention, de distraction, de découvrabilité des biens culturels en ligne. Et ça, c'est des enjeux essentiels à la fois en termes de pratique, comme votre enquête le montre. Et il y a évidemment une très forte connectivité, mais aussi parce que c'est infrastructurel, si vous voulez. Ce n'est pas juste quelque chose qui serait dans un coin qu'on appelle pratique culturelle numérique. Et puis, il y a le reste, il y a les domaines, comme vous disiez, les domaines culturels conventionnels, la sortie culturelle, le patrimoine, le spectacle vivant, etc. Et il y a nécessairement, quand on dit infrastructurel, c'est que ça va avoir une influence aussi sur la qualité d'une pratique analogique physique, si vous voulez, mais aussi en termes de prescription, de recommandation. Voilà. Donc ça, c'est par exemple, c'est typiquement le type de cheminement qui est assez difficile à faire en France parce que justement, on est parti sur d'autres outils d'une autre époque, mais dont en même temps, on a tout intérêt à maintenir. Le questionnaire déclaratif, comme je vous disais, tout l'intérêt, c'est d'avoir des séries longues. Et les séries longues, ça peut être particulièrement utile. Troisième point, pour ne pas être trop long, on parlait de comparatif. Au niveau communautaire, au niveau européen, tous les 10 ans, il y a quelque chose comme un grand rituel très byzantin, on va dire, de nomenclaturistes qui vont se poser la question de l'homogénéité ou pas des méthodologies utilisées d'un État membre à un autre. Sur qu'est-ce qu'on mesure? Vous parlez de pratiques culturelles. Est-ce que nos voisins et amis parlent de la même chose quand ils parlent de pratiques culturelles? Ça va avoir un impact aussi important que quand on cherche à mesurer le poids économique du secteur culturel. Ça dépend vraiment de ce que vous mettez dedans. Donc, il y a un travail de nomenclature qui est mené depuis une quinzaine d'années de consolidation au niveau de l'Union européenne, avec un premier cadre commun qui a été défini en 2009, un autre qui est en cours de redéfinition. Ces histoires de périmètre ont un impact sur les pratiques culturelles, très clairement, sur la mesure, sur la quantification relative aux pratiques culturelles. Et ça, pourquoi je vous parle de ça? Parce que le comparatif est très intéressant. Il expose, mais il fait que vous pouvez effectivement avoir des échanges en matière de bonnes pratiques ou de meilleures pratiques sur l'efficacité ou non de tel ou tel type de politique publique
modulo la comparativité des dispositifs administratifs existants. Mais il y a quand même des choses qui sont mesurables. Quand on parle de politique de la lecture en Allemagne ou en France, on parle à peu près, je dis bien à peu près, de la même chose, même si d'un côté, ce sont des collectivités qui les mènent et de l'autre, c'est un État, mais État et collectivité, disons, mais plutôt État de ce côté-là, service du livre et des lectures, mais on parle effectivement du même type d'objet, ce qui fait que quand vous parlez de la diversification ou non des pratiques de lecture, à la fois d'un point de vue sociologique ou intergénérique, par exemple, vous parlez à peu près, et ça, c'est ce qui parler à peu près les mêmes choses, c'est ce qui est permis par un travail commun d'une préoccupation du comparatif. Voilà, je voulais juste ajouter cet élément, mais je reviens au premier point que j'évoquais, l'avenir de ce type d'enquête qui est toujours intéressante, toujours très riche et qui est toujours très enthousiasmant aussi à mener. C'est un travail collectif, c'est des travaux de longue haleine. C'est évidemment celle du positionnement, à savoir comment faire en sorte qu'un ministère puisse le porter, qu'un Institut national des statistiques puisse le porter avec un ministère, et comment. C'est-à-dire, après, c'est les engagements. Si vous avez juste 3 ou 4 questions concernant les pratiques culturelles dans une enquête tous les 3 ou 4 ans, évidemment, ça ne va pas être suffisamment riche pour reprendre le type de questionnaire que vous allez élaborer. Maintenant, si vous lancez l'idée d'un compte satellite culture à l'INS ou d'une consolidation d'enquête sur une périodicité régulière, évidemment, il y a un travail de conviction à faire auprès des politiques pour pouvoir en... Je crois que nous avons un petit problème technique. Donc Oui, je reviens. Pardon, je suis revenu. Oui, juste deux mots de conclusion là-dessus. Là, j'aurais un réflexe assez français sur le sujet. Je crois que c'est un des domaines où effectivement il y a une vertu de l'autonomie statistique. Effectivement, la qualité de ces enquêtes est très largement déterminée par le côté très austère de l'étanchéité, si vous voulez, du travail de quantification. Très souvent, ce sont des messages qui ne font pas plaisir, mais justement, pour qu'ils ne fassent pas plaisir et qu'ils soient d'autant plus efficaces, ils doivent être absolument insoupçonnables de tout biais méthodologique. Donc, ce ne sont pas des sociétés de conseil à terme qui peuvent faire ça, c'est vraiment le rôle des instituts nationaux de la statistique. Et je dis ça parce que ce n'est pas toujours évident aussi de persuader les ministères de ça, parce que vous vous retrouvez avec un ministère, enfin, avec un service statistique ministériel à l'intérieur d'un ministère. Est-ce que c'est un bout de l'Institut national des statistiques ou est-ce que c'est un département d'administration centrale? Vous voyez, ça, donc voilà, c'était juste pour mettre sur la table quelques sujets de positionnement. Voilà, effectivement, désolé, je dois vous quitter dans quelques minutes. Donc, si j'ai bien compris, Monsieur David, on n'a pas le temps d'interagir avec vous, même pour 5 minutes, pour une question. Une dizaine de minutes, si vous voulez. Une dizaine de minutes. J'ai calé un train, voilà. Pardon. OK. Donc, on profite de votre présence puisque vous ne serez pas là pour les Q&A après. Donc, merci beaucoup pour cet exposé, Monsieur David. Il y a beaucoup de pistes réflexives dans ce que vous venez d'évoquer, notamment par rapport au positionnement de ce genre d'études auprès de l'État et surtout de dispositifs d'évaluation d'une manière générale. Peut-être la question concerne plus comment rendre ces pratiques culturelles, les résultats du sondage, opérationnalisables, si j'ose dire. C'est-à-dire comment, d'abord, dans quelle mesure ces résultats du sondage sur les pratiques culturelles en France influencent les services culturels publics. Peut-être qu'on est passé un peu rapidement tout à l'heure, mais ce serait bien de revenir là-dessus avec un petit point d'éclairage. Et le cas échéant, quels sont les mécanismes qui permettent justement les résultats de ce sondage d'influencer vraiment et d'avoir un impact sur les services culturels publics, notamment dans le contexte français? Je dirais
je vais vous faire une réponse très générale. Je crois qu'il y a eu depuis cet épisode que je vous relatais de 1990-1991 avec Jack Lang, les enquêtes tous les 8 ou 9 ans ont continué à avoir une visibilité croissante, médiatique notamment. C'est relayé par la presse hebdo, par la presse quotidienne nationale aussi. Et en fait, la vertu, le bruit de fond, si vous voulez, que ça crée, sur des résultats parfois présentés de manière relativement positive ou neutre, ou non engageante, disons, mais parfois assez négative, c'est de dire il y a besoin de plus de politique publique dans le domaine culturel. Ce qui est vraiment un plus petit dénominateur commun de la conclusion à tirer. Mais d'un point de vue affaires publiques, si vous voulez, on peut se dire, en quelque sorte, c'est une piqûre de rappel qui est toujours utile. C'est-à-dire, c'est pas, regardez, vous êtes pris en défaut, nos politiques culturelles sont en très mauvais état, où il n'y a plus aucun espoir, où elles ne servent à rien. Ça, c'était un peu les réactions il y a 30 ans, si vous voulez. C'est plutôt de se dire, ça prouve bien que dans certains domaines, il y a un vrai travail à faire, soit par exemple de politique de diversification des publics, soit d'investissement plus important sur les pratiques amateurs. Les pratiques amateurs, par exemple, c'est un truc qui était une très grande priorité dans les années 80 en France, qui l'est beaucoup moins aujourd'hui. Comment ça se fait? Ça pose une question, si vous voulez. Et ça, effectivement, il y a un énorme travail en fait, de communication professionnalisée à faire sur quelle utilisation en faire. Et c'est vrai que ces enquêtes-là ont permis, dans le contexte français, ont contribué à constituer un réseau de correspondants médias dans la presse qui ont une vraie compétence professionnalisée sur ces sujets-là. Dans de la presse quotidienne nationale, par exemple, pas juste dans les revues spécialisées. Donc, ça, ce sont des outils de communication potentiellement formidables pour des institutions publiques qui promeuvent des politiques publiques dans ce domaine-là. Donc, c'est déjà une chose. Si vous voulez, c'est très rarement, par contre, il y a un poisson très rare que je n'ai jamais vu passer. Si vous en avez vu passer un, dites-le moi, ça m'intéresse beaucoup pour mon cours de politique culturelle comparée, justement, à Sciences Po, parce qu'on n'a toujours pas trouvé. Je demande très souvent à mes étudiants, est-ce que vous avez eu vent, justement, d'une politique publique dans le domaine culturel qui aurait été explicitement influencée par des enquêtes de type pratique culturelle? Je crois que ça n'est jamais arrivé. Ça serait formidable, hein, mais je crois que c'est… Par exemple, voilà, on citait la Philharmonie. Bon, ben voilà, vieillissement des publics, est-ce que ça va nous empêcher de construire la Philharmonie? D'accord. Pas forcément. C'est bien clair. On va laisser un peu de temps pour les panélistes pour interagir avec vous tant que vous êtes là. Madame Amal, Sid Ahmed, Si Mohamed, si vous avez des commentaires, des questions qui pourraient alimenter le débat dans ce sens. On vous écoute. En levant la main, si c'est possible. Quelqu'un veut prendre la parole des panélistes? Alors, moi, je pense que l'intervention de David est très intéressante et elle vient en complémentarité. D'ailleurs, toutes les questions qui s'est posées, c'est des questions légitimes. Et j'apprécie le fait que c'est vrai qu'on a mis du temps en Tunisie pour faire ce type d'études, mais aussi, d'après ce que vous venez de dire, on a eu la chance aussi d'apprendre par rapport aux autres, et c'est ce qui, à mon sens, peut rendre ces résultats, parce que là, vous avez vu une petite partie de l'étude naturellement, mais ça peut rendre l'exploitation de ces résultats, on va dire, beaucoup plus pratique et avec un meilleur, on va l'espérer, hein, avec un meilleur impact pour les politiques culturelles tunisiennes. Et c'est vrai que dans notre méthodologie de travail, la première chose que nous avons fait, c'était de faire un benchmark, de voir quelles sont les autres approches. Et dans ce benchmark, le plus important pour nous, c'était qu'est-ce qu'on devrait éviter. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Quelle est la meilleure approche? Mais quelles sont les erreurs à pas commettre? Et c'est vrai que bon, on n'était pas pionniers, mais on a appris un peu en analysant le travail des autres. Mais merci pour l'intervention que je trouve moi personnellement très intéressante, David. Merci. Merci, Amal. Merci à vous. Donc, est-ce qu'il y a d'autres interventions, d'autres questions en rapport avec ce qui vient d'être dit, ou on passe à notre troisième intervenant?
Je vais juste faire une remarque. Je connais très bien l'étude qui est réalisée en France depuis plusieurs années et j'ai vu les résultats, je crois, le dernier rapport, c'était l'année dernière. Ouais. Nous, on a eu la chance, en fait, il y a 2 points que je voulais… Nous, on a eu la chance de commencer tard, donc on a intégré beaucoup de nouvelles pratiques pour lesquelles l'étude en France ne fait pas référence. Parce que c'est une étude qui a commencé et les habitudes des gens changent avec le temps. Cependant, je suis d'accord que parfois les politiques ne sont pas toujours satisfaits de l'étude sur la pratique culturelle, parce que souvent les politiques veulent voir des résultats, veulent voir des améliorations. Or, changer la pratique des gens prend beaucoup de temps. C'est-à-dire, et on a un problème de stabilité des politiques. Souvent, au bout de 5, 6, 7 ans, on se dit non, c'est une politique qui ne donne pas, ou on a une nouvelle vision. Or, pour changer ou introduire de nouvelles pratiques culturelles, il faut commencer par les jeunes. Parce que souvent, les adultes, on ne peut pas leur changer leurs habitudes. C'est auprès des jeunes et dans la stabilité dans le temps qu'on arrive vraiment à changer ses habitudes et les résultats peuvent se voir 20 ans, 30 ans après. Parce que même après, les parents qui peuvent être des prescripteurs pour de nouvelles pratiques. Bon, on observe aussi autre chose, c'est les réseaux sociaux. Oui. On doit laisser la parole au troisième intervenant. C'était très intéressant. Il ne reste pas beaucoup de temps après pour l'interaction, mais sachant qu'on va revenir là-dessus. Hein, toutes les questions, les problématiques ont été nommées. Monsieur David, si vous devriez nous quitter, peut-être que on aura l'occasion dans d'autres occasions de rebondir sur ces questions d'une manière beaucoup plus profonde. Donc, j'aimerais passer la parole à Sida. Merci à vous. Oui, j'essaie de vous suivre encore sur un portable après dans les transports. Merci beaucoup. À bientôt. Merci, au revoir. Merci d'avoir été des nôtres. Sida Abdelhamid Azzouzi, donc, il va nous parler du rôle du secteur privé dans l'amélioration de l'accès à la culture et le développement durable via la culture. Donc, Sida Ahmed, à vous la parole. Est-ce que vous m'entendez là? Parfaitement. Très bien, super. Merci beaucoup. Merci pour ces 2 interventions, 3 interventions qui étaient passionnantes sur les pratiques culturelles des Tunisiens et aussi l'expérience qu'il y a eu en France avec depuis 63, 73, je ne sais plus exactement, en tout cas depuis quelques années. Alors, moi, effectivement, je vais parler des pratiques culturelles, cette étude qui a été faite par le cabinet Prodata pour le compte de Tfanen et sur l'importance de la donnée aujourd'hui dans le secteur privé, mais aussi pour la mise en place de politiques publiques, culturelles, économiques. J'insiste beaucoup sur le mot économique parce que ça sera le but de mon intervention. Et je vais le faire à travers le prisme de l'étude qui a été mentionnée tout à l'heure, chèque culture, la mise en place d'un chèque culture, qui est un mécanisme d'incitation à la consommation culturelle, et sur lequel j'ai pu m'appuyer justement sur les résultats de l'étude tendance des pratiques culturelles en Tunisie. Alors, très rapidement, je vais faire une petite introduction qui est extrêmement importante parce qu'il s'agit d'un point de vue économique. La pratique culturelle, ça a 2 sens. Il y a la pratique en général, mais aussi la consommation culturelle, c'est-à-dire que c'est l'acte d'achat d'un bien ou d'un service, d'acquisition ou d'investissement en même temps d'un bien ou d'un service culturel direct. Il y a la pratique, dite chose qui a été appelée pratique artistique, c'est-à-dire que le fait on investit du temps ou de l'argent pour créer soi-même. Ce sont 2 choses différentes, mais qui ont toutes les 2 un impact économique sur le secteur culturel, c'est-à-dire ou bien on va mettre de l'argent pour aller à un concert, ou on va mettre de l'argent dans un conservatoire pour acheter une guitare. Tout ça, ça va rentrer dans la consommation culturelle ou la pratique culturelle, donc ça va rentrer dans le chiffre d'affaires du secteur culturel. Je ne parlerai pas ici du marché professionnel, c'est-à-dire la pratique professionnelle, je la mets en dehors parce que c'est un sujet passionnant, mais c'est un autre sujet.
Alors, très rapidement, le chèque culture, c'est quoi? En fait, c'est un mécanisme d'incitation à la consommation culturelle que j'ai eu la chance d'étudier dans le cadre de TFEN pour le compte du ministère de la Culture. On voulait principalement comprendre ce qu'il en était, comment on peut inciter à la consommation culturelle, comment le secteur privé et le secteur au global culturel et créatif pouvaient bénéficier d'une rentrée d'argent probablement supplémentaire, à travers un nouveau mécanisme de paiement qu'on appelle le chèque culture. C'est un abus de langage ou une contre-marque culturelle. Pour pouvoir le faire, on a pu faire un benchmark des pratiques dans le monde. Et ça, c'est le plus important. Et aussi une étude terrain, avec une collecte d'informations quantitative et qualitative. Le qualitatif, c'était simple. Le quantitatif, c'était compliqué. Je vais y revenir. Et ensuite, une analyse. Alors, je ne vais pas passer beaucoup de temps. Ce n'est pas forcément le point de la discussion. Il y a 3 grandes typologies de contre-marques. Les contre-marques publiques, celles que l'État émet à destination de la population pour l'encourager à consommer. Celle qui est faite par le privé pour les entreprises. Le B2B, c'est comme le ticket resto, mais c'est à destination du secteur culturel. Et ensuite, on a le privé vers le privé, c'est généralement les chèques cadeaux. C'est ce qu'on peut acheter dans une enseigne culturelle pour acheter, reprendre et faire un autre achat, que ce soit un grand libraire ou une grande chaîne de cinéma ou une grande chaîne de salles de concert ou de théâtre. Alors, c'est là où on rentre, où à un certain moment, j'ai été confronté moi-même à la question de comment on va mettre un choix économique. Je me considérais comme un acteur privé ou aussi un acteur de politique publique, culturelle, économique. Comment je peux identifier, comment je vais prendre une décision de quel est le meilleur choix que je vais faire pour la mise en place d'un produit ou d'une politique publique économique. Alors, certes, moi, pour faire l'étude, j'ai pu aller regarder, poser la question à des institutions qui pouvaient donner l'ordre d'acheter des chèques, celles qui allaient imprimer les chèques, celles qui allaient recevoir les chèques, typiquement une salle de cinéma, une salle de théâtre, une salle de concert, une librairie, etc. Le gouvernement et les collectivités locales en tant que régulateurs. Mais il me manquait le contact avec le bénéficiaire final, c'est-à-dire que la personne qui va avoir le chèque, qui va faire le choix si je vais dans une salle de concert, une salle de théâtre, une librairie, acheter une guitare, m'inscrire au conservatoire. Il me manquait ce contact et cette information-là. Et aujourd'hui, jusqu'à ce qu'on puisse avoir cette étude-là, les données étaient principalement disponibles pour caractériser la demande. C'est ce qu'on appelle caractériser la demande, c'est comprendre les caractéristiques de cette demande-là. Il y en avait, mais cette caractérisation était indirecte. Le plus grand avec lequel j'ai pu travailler très très longtemps quand il s'agit de faire des études économiques culturelles en Tunisie, c'est l'INS. Monsieur Fajol en a parlé tout à l'heure. L'INS aujourd'hui dispose de quelques informations assez intéressantes, typiquement les postes de dépenses des Tunisiens. Je vais vous donner un exemple tout à l'heure. Et typiquement, il y a aussi la possession de moyens de confort et de loisirs, c'est ce qu'il appelle ça comme ça, c'est-à-dire généralement les équipements nécessaires à la consommation ou à la pratique culturelle. Il y a aussi, chose très importante, les amis de ProData l'ont expliqué, typiquement les études d'audience et la consommation mass média, la télévision, la radio, les podcasts, le streaming, etc., et aussi un indicateur de consommation culturelle. Il y a aussi le point de vue des opérateurs culturels en eux-mêmes, mais le problème du point de vue opérateur culturel, il est assez restreint. C'est-à-dire que c'est l'opérateur, c'est ce qu'il va lui-même. Ce n'est pas un point de vue marché. Typiquement, et c'est un grand classique, typiquement, le ministère des Affaires culturelles, il a des statistiques, il sait combien de personnes fréquentent les bibliothèques, mais ça ne donne pas une idée sur l'ensemble du marché du livre. C'est une vision très bibliothèque, ou très le nombre de gens qui ont pris un billet au Festival de Carthage. C'est très spécifique. Et bien évidemment, les opérateurs privés, et c'est la même chose, ils ont des informations sur leur propre fréquentation, sur leur propre achat, leur chiffre d'affaires. Donc, on n'a pas vraiment une caractérisation directe du marché. Donc, elle est principalement indirecte. Et je vous donne l'exemple de l'INS. Typiquement, ça, c'est l'enquête budgétaire de 2015, où on sait que 1,1% des dépenses des Tunisiens vont
vers la culture et les loisirs. C'est un gros morceau qu'ils mettent, où ils mettent tout ensemble. Et typiquement, le plus gros, ça va vers l'achat d'articles des loisirs. Et donc, ça donne une information déjà, c'est qu'on sait que les Tunisiens sont consommateurs de produits culturels ou de pratiques culturelles, ils la font beaucoup plus chez eux qu'ils la font à l'extérieur. Donc, autrement dit, c'est à l'achat de télé, l'achat de guitare, l'achat de matériel de peinture, etc. Tout ça, en fait, les Tunisiens, c'est des praticiens. D'ailleurs, généralement, on a ce feeling, en fait. Ils aiment bien pratiquer. D'ailleurs, on a certaines régions en Tunisie où il y a beaucoup plus de pratiques à la maison, où on apprend, on va au conservatoire, plutôt que d'aller dans une salle de concert, quand il s'agit de musique, par exemple. Donc, il y avait réellement ce besoin. Une activité détaillée de la consommation culturelle et créative, la consommation formelle, mais aussi la consommation qui n'est pas caractérisée comme culturelle. C'est-à-dire, regarder un film à la télé sur MBC2, pour les gens, quand on pose la question aux gens, ce n'est pas de la culture, en fait. Ils ne se rendent pas compte que c'est de la culture. C'est ce que, d'ailleurs, montre l'étude. Mais c'est une pratique culturelle. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je vais voir un film, c'est une pratique culturelle. C'est une consommation, excusez-moi le terme, c'est une consommation culturelle. Donc, l'activité de la consommation, il y a aussi l'activité de la pratique. Il y a les thématiques consommées. Ça, c'est vraiment une nouveauté. Et les appétences de consommation. Les thématiques consommées, c'est-à-dire que moi, je consomme aujourd'hui du rap ou je préfère les films, les séries turques. Et il y a aussi les appétences de consommation. C'est-à-dire que généralement, quand on pose la question « qu'est-ce que vous voulez consommer par rapport à ce que vous consommez ?» il y a généralement une petite différence. Donc, c'est grâce à l'étude des pratiques culturelles que j'ai pu faire ce diagnostic. Aujourd'hui, le diagnostic issu des tendances culturelles et créatives, c'est ce qui m'a permis de mettre des mécanismes et des scénarios économiques pour la mise en place d'un mécanisme qui va servir à la fois au secteur privé, mais aussi éventuellement une politique publique sur la consommation culturelle des Tunisiens. En fait, j'ai analysé la consommation intérieure et extérieure, et ça a été expliqué tout à l'heure par Si Mohamed et Madame Amel. La consommation culturelle, j'ai choisi quelques disciplines en particulier, je n'ai pas tout pris. Et je me suis focalisé principalement sur la consommation et non pas la pratique. Alors, je ne vais pas refaire les chiffres de tout à l'heure, mais en fait, je suis rentré pour les besoins de l'étude sur une caractérisation par âge, par catégorie socio-professionnelle, par type de profession, par région. Je vais vous donner deux exemples. Typiquement, ici, la catégorie d'âge, on constate sur les échantillons que vous voyez par là, sur les 5 catégories d'âge qui ont été couvertes par l'étude. Typiquement, on constate, typiquement chez les 15-25, ils sont beaucoup plus consommateurs sur, par exemple, le cinéma que leurs aînés. La consommation des concerts augmente à partir de 25 ans. Généralement, on constate, et on verra beaucoup plus tard, que la consommation extérieure est beaucoup plus faible que la consommation intérieure, qui, elle, diminue avec l'âge. Donc, on est bien évidemment beaucoup plus consommateur quand on est jeune, de musique, mais aussi de cinéma. La lecture baisse, mais on l'a dit tout à l'heure, probablement il y a aussi l'obligation qui est faite par la scolarité de lire. Ce qui fait qu'on lit un peu plus quand on est jeune que plutôt quand on est un peu moins jeune. Ça, c'était… et là, par exemple, c'est la profession du sondé. Typiquement, pareil, les étudiants sont de grands consommateurs de cinéma, ça baisse sur d'autres catégories. Les cadres professionnels, cadres et professions intellectuelles supérieures aiment bien aller voir du théâtre, par exemple. Émine, Samahni, si vous permettez, si on peut aller un peu plus vite pour… quasiment fini. J'ai quasiment fini. Merci. La même chose côté intérieur, consommation dite intérieure. Pareil, on constate quelques disparités entre les différentes professions. Ça, on l'a vu tout à l'heure, l'extérieur, consommation extérieure beaucoup plus faible que la consommation intérieure, qui est un élément extrêmement important pour un décisionnaire privé, un investisseur ou pour un décisionnaire de politique publique. Je sais qu'aujourd'hui, que la population aujourd'hui est consommatrice chez elle.
Donc, c'est-à-dire que moi, typiquement, je suis un patron d'un média, patron d'une start-up, je fais une plateforme. Ça peut être intéressant. Je sais aujourd'hui, j'ai des chiffres aujourd'hui qui me permettent de caractériser la demande d'un point de vue intérieur. Et je connais aussi des faiblesses. Et là où ça marche un peu mieux, sur l'extérieur. Les principaux enseignements, je ne vais pas passer beaucoup de temps. Un, on est sur une consommation qui est très orientée industrie audiovisuelle et musicale. Le mass média est fort en Tunisie. C'est ce qui draine la consommation. Elle est plutôt intérieure, on l'a dit tout à l'heure. Elle est portée, on ne l'aurait pas dit comme ça, mais elle est plutôt portée par les jeunes générations. Et ça, c'était beaucoup plus intuitif. Les catégories socioprofessionnelles aisées. Et enfin, elle est concentrée, et ça on le sait, sur le Grand Tunis. Mais ça aussi, c'est probablement lié au réseau et à l'infrastructure existante, qu'elle soit publique ou privée, dans la consommation culturelle. Donc, ça a permis d'établir deux mécanismes, en fait, deux scénarios de mécanismes qu'on peut mettre sur la table. Après, c'est aux politiques de décider. Après, c'est aussi au privé, à l'investisseur de décider. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je consolide ce que j'ai déjà? Je sais qu'aujourd'hui, je connais un peu mieux les gens qui viennent me voir dans ma salle de concert, dans ma salle de cinéma, ma salle de théâtre. Donc, je consolide et donc j'augmente mon chiffre d'affaires sur la population existante ou, et ça c'est un choix marketing à faire, m'appuyer sur deux futures populations. J'élargis sur des catégories qui n'existent pas, qui ne sont pas aujourd'hui consommatrices. Typiquement, dans le cadre d'une politique culturelle, je choisirais d'aller chercher les inactifs, les chômeurs, les gens pour leur donner un peu plus d'accès à la culture. Si j'ai une logique business, je vais aller vers les jeunes qui sont déjà consommateurs et je vais les fidéliser pour que le jour, quand ils seront un peu plus vieux, ils continueront à venir me voir dans ma salle de théâtre, dans ma librairie ou dans ma salle de concert ou s'abonner sur ma plateforme. Donc, et je vais finir par là. Moi, c'est une belle étape aujourd'hui avec laquelle on peut vraiment prendre des décisions économiques, qu'on soit du privé ou du public, quand il s'agit de la culture. Les prochaines étapes, je pense qu'on l'a tous dit, c'est généraliser et introduire des études récurrentes pour une vraie mise à jour de la connaissance marché. Connaître le marché est primordial aujourd'hui. Élargir un peu plus à un échantillon un peu plus représentatif de la population tunisienne. Aujourd'hui, on s'est arrêté à 55 ans sur cette étude-là. Ce qui serait intéressant, c'est d'avoir quelque chose de représentatif sur l'ensemble de la population pour avoir une caractérisation beaucoup plus détaillée. Introduire les pratiques artistiques de consommation non encore étudiées, et ça c'est normal, on ne peut pas tout avoir parce que les pratiques culturelles, par exemple des Français, sont extrêmement larges. Et ça, au vu des temps impartis, on ne pouvait pas, par exemple, typiquement choisir quelle est la typologie de roman que vous préférez. Est-ce que vous préférez le roman romantique ou la fiction, la fiction le crime, etc. Ça, on n'est pas entré dans ce type de détails. Et c'est probablement quelque chose à introduire, et je sais que typiquement l'INS y réfléchit, introduire les notions d'investissement temps argent dans la pratique et la consommation. C'est le niveau d'investissement. Est-ce que j'investis 2 heures, 3 heures à regarder la télé, les séries, à écouter de la musique? Est-ce que je vais pouvoir investir 10 dinars par mois pour regarder des films, 5 dinars par mois pour regarder des films? Est-ce que je peux… Mon cher Ahmed, encore 5 minutes si c'est possible. Merci. Non, j'ai fini. On a plein de questions et on aura l'occasion de revenir sur ça. J'ai vraiment fini. J'ai une phrase à finir. Ou par exemple pouvoir m'abonner à une salle de théâtre, une salle de concert à X dinars par an ou par saison. Tout ça, c'est les prochaines étapes et je pense qu'il est extrêmement important que cette initiative continue dans le futur. C'est primordial aujourd'hui pour prendre des décisions économiques réfléchies, principalement pour le secteur privé, parce que c'est celui, à mon sens, il en a réellement besoin aujourd'hui pour prendre des décisions réfléchies sur des business plans, et aussi la politique publique économique. C'est un facteur, David le disait tout à l'heure, c'est un facteur déterminant de décision. Ce n'est pas le seul, bien évidemment, il y a des aspects beaucoup plus artistiques et civilisationnels qui interviennent, mais qui est tout aussi important. Merci pour votre attention.
Merci, merci Emine. Pour rester avec Emine, donc dernier intervenant, on va passer à la petite section Q&A. Donc, on a plein de questions qui sont très intéressantes. On a sélectionné les questions les plus pertinentes qui vont alimenter le débat suite à toutes ces interventions. Pour rester avec Emine, donc une participante nommée donc Emel Arbewi vous pose la question, donc elle est adressée à vous. Donc, vous ne trouvez pas aujourd'hui que la culture et la formation des goûts culturels sont liés finalement aux changements liés à Internet, dont l'accès à la culture ou des pratiques culturelles a brouillé les frontières? Voilà, c'est une question qu'adressée à vous, Sidah Demine. 5 minutes pour les réponses, pour donner l'occasion à tout le monde d'avoir le droit à des réponses. Merci. Effectivement, en fait, la consommation aujourd'hui, principalement numérique, l'ouverture des plateformes à l'international. Aujourd'hui, les plateformes, elles ne sont pas nationales. Avant, les mass médias étaient très nationales, la télévision, la radio. Aujourd'hui, on a principalement la consommation des jeunes, des 15-25 ans, même 35. Aujourd'hui, il est très lié aux plateformes existantes, qu'elles soient ouvertes, YouTube, Instagram, Facebook, etc., ou fermées, Netflix. Ça internationalise les goûts. Ça internationalise les attentes aujourd'hui et forcément, ça va internationaliser aussi la manière avec laquelle on consomme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que la consommation intérieure à la maison, en tout cas sur un smartphone ou à la télévision, en tout cas sur une infrastructure personnelle, elle ne va pas s'arrêter, elle va se renforcer au vu de on est sur une consommation internationale. Donc, qu'on ne pourra pas forcément retrouver facilement sur une infrastructure locale. Cependant, l'infrastructure locale reste importante. Il faut principalement qu'elle s'adapte aujourd'hui à l'offre de médiation, de communication qui est offerte par ces plateformes-là. Donc, effectivement, l'évolution des goûts et justement, même les choix locaux de production locale, qu'elles soient dans une salle de cinéma, dans une série à la télévision nationale, pas dans le sens public, national au global, mais aussi des pièces de théâtre, des concerts, ils doivent aussi prendre en compte les évolutions des goûts, ou bien pour les challenger, faire le choix artistique de les challenger, ou bien pour faire un choix économique beaucoup plus raisonnable, de suivre ces goûts-là. Et clairement, ce sont des goûts qui aujourd'hui s'internationalisent de plus en plus. Merci, Sidah. Donc, je passe à une deuxième question qui est en rapport, qui va nous remonter au tout début, donc, concernant l'exposé de Mme Amel et Si Mohamed. Donc, quels sont les liens entre culture et politique, ou quel lien entre culture et politique les sondés font-ils dans le cadre de cette enquête? Donc, le lien entre culture et politique par rapport aux personnes sondées dans le cadre de cette étude. Alors, vous parlez de quel type de politique? Des politiques culturelles de l'État? Quel type de politique? Alors, je n'ai pas de précision là-dessus, c'est un peu général, donc c'est un peu les questions que j'essaie de transmettre telles quelles. Voilà. Est-ce que vous pouvez reprendre la question dans ce cas? Je pense que ça doit être la politique d'État. Et en Tunisie, je crois que depuis des années, on n'a pas plus vu, même avant la révolution, de politique d'État sur la culture. Au début, à l'indépendance, dans les années 60-70, il y avait une politique d'État pour promouvoir la culture, mais je pense que les dernières années de Ben Ali et la politique de l'État pour la culture, c'était juste orienté vers la création de festivals qui d'ailleurs consommaient beaucoup d'argent, beaucoup de budget. Partout, il y avait des festivals qui n'étaient pas forcément rentables, tous, et certains qui l'étaient, mais l'argent qui était généré par le festival allait vers autre chose. Je vais vous raconter juste une anecdote. En fait, l'argent, je me rappelle que j'ai fait une étude sur le tourisme avec le JICA, c'est un cabinet japonais. L'argent que générait le musée de Carthage allait pour financer le déficit du festival de Carthage. Et rien de ce que rapportait
le musée de Carthage n'était investi pour améliorer les toilettes, le parcours, comment dire, l'éclairage. Rien n'était fait pour ce musée-là. Donc, bon, je pense qu'il faut une véritable politique d'État, penser une stratégie à long terme, comme je l'ai dit tout à l'heure. Le changement des habitudes des gens, ça prend beaucoup de temps. Il faut commencer avec les jeunes et il faut une politique cohérente et stable pendant au moins 10 à 15 ans. Vu le contexte un peu instable politique en Tunisie, je suis un peu pessimiste. Moi, je ne sais pas si je peux rebondir autrement parce que, à un moment donné, en parlant de l'offre, je disais, enfin, ce qui m'a été dit, c'est qu'on a une offre culturelle à deux niveaux. Et la première, qui est la plus importante, au fait, elle s'adresse à la majorité des Tunisiens, où on offre un contenu populaire, un contenu qui s'adresse plutôt à un Tunisien et qui va rejoindre ses habitudes classiques, les mariages, les fêtes, etc. Donc, on va dans le sens d'une offre, on va dire, facile, qui correspond à un besoin qui existe déjà. Ensuite, il y a le deuxième niveau, on va dire, un contenu culturel qui est destiné, d'ailleurs on me l'a dit en faisant ça, ce geste entre guillemets, les intellos de la culture. Donc un contenu qui est là plus recherché, un contenu qui n'est pas très populiste, mais même ce contenu-là, il s'adresse à un cercle assez fermé. Et là, la question qui était posée, est-ce que c'est voulu ? Pour garder justement cette sélectivité, c'est un peu un produit culturel de luxe qui n'est pas adressé à monsieur tout le monde, ou parce que justement les moyens ne permettaient pas on va dire, de démocratiser ce deuxième contenu culturel. Maintenant, si je rejoins Mohamed dans son raisonnement, c'est vrai que quelque part au niveau des politiques, il n'y a pas eu un travail à ce niveau, il n'y a pas eu l'ancrage nécessaire et on est resté avec ces deux approches, une culture basique de monsieur tout le monde, très entre guillemets, je vais dire, je ne sais pas si le mot est correct, populiste, etc. Et une offre assez entre guillemets haut de gamme qui vise cette élite. D'ailleurs, il y a même ceux qui disait c'est peut-être voulu pour justement la crainte de populariser l'événement et faire que monsieur tout le monde ait accès à ce contenu plus sélectif, plus élitiste. Merci, merci pour cet éclairage supplémentaire. Je voulais intervenir, Heidi. Oui. C'est en fait pour poser aussi une question à Madame Amel. Alors, il faut dire que si on revient à la méthodologie de cette enquête, on a commencé par 10 focus group dans 6 régions de la Tunisie avec des groupes de jeunes et des groupes d'adultes. Et je pense, Madame Amel, si tu peux me corriger, qu'on a vu ce discours, ce changement de discours entre les adultes qui ont vécu dans une politique de démocratisation de la culture, notamment à travers les établissements scolaires, et les jeunes d'aujourd'hui. Donc, si vous pouvez juste nous donner quelques éclairages par rapport à ces témoignages et ce gap entre les adultes et les jeunes en termes de politique de démocratisation. Justement, parce que nous, en fait, il y avait deux cibles. Il y avait les jeunes, il y avait les parents, quelque part, les moins jeunes. Et je vais dire le mot en arabe. Donc, c'est un mot qui revenait, dit « ya hasra ». Ya hasra, ça veut dire on est un petit peu dans le regret. Ya hasra, avant, dans les maisons de culture, avec le très peu de moyens, le formateur ou l'animateur, il faisait des pièces de théâtre. On avait des clubs qui étaient très, très actifs au niveau des institutions, au niveau des écoles, au niveau des lycées, etc. Et ça a créé une certaine dynamique. Yahasra aussi le regret parce que avant il y avait ces compétitions pour la lecture, etc. Et les parents pensaient que ça c'était la belle époque. Que ceci malheureusement n'a pas été reproduit par rapport à leurs enfants. Mais là il y a un autre problème. Et, tout à l'heure on est passé rapidement et ça ressort au niveau des focus. C'est que pour les parents déjà qui sont dans ce Yahasra,
toute activité culturelle pour leurs enfants est une perte de temps. Et donc, elle peut empêcher la réussite scolaire de leurs enfants qui est perçue comme étant beaucoup plus importante que d'avoir une activité artistique. Et c'est ce qui fait dire à des jeunes après de dire moi, et je reprends le verbatim tel qu'il a été dit, moi j'en veux à mes parents parce que étant jeune, j'ai voulu faire du violon ou du théâtre, etc. et ils m'en ont empêché. Et donc, quelque part, c'est assez on va dire, c'est assez mitigé dans les deux sens. C'est important, avant c'était beaucoup mieux, mais aujourd'hui, la contrainte scolaire, tout ce qu'on demande aux enfants aujourd'hui, pour réussir leur scolarité fait que les parents ne sont pas capables. Peut-être je vais rebondir sur une autre question. Samahni Amal, on va passer à une question suivante, mais qui s'inscrit dans la continuité de ce que vous venez de dire, qui prolonge la question de Dali. On a une question très pertinente qui nous vient de Rad Alouhichi. Donc, elle pose la question, elle dit, est-ce que le manque d'intérêt, parce qu'on parlait de nostalgie tout à l'heure, il y a Hasra et tout, donc le manque d'intérêt des jeunes envers les pratiques culturelles traditionnelles, est-ce que ne chercherait pas l'émergence? Est-ce que ces jeunes, à travers ce manque d'intérêt, ne chercheraient pas l'émergence des nouvelles pratiques culturelles alternatives plus adaptées à leurs besoins? Donc, il y a des pratiques culturelles qui sont alternatives, nouvelles. Est-ce que ça ne serait pas justement une compensation de ce manque par ces pratiques-là? Et on a Ahmed qui veut prendre la parole après. Non, tu peux répondre, Ahmed, parce qu'en fait, moi, je vais relier les deux après. En fait, clairement, d'où d'ailleurs l'intérêt de ce genre d'études, en fait, c'est de comprendre l'évolution des pratiques. Une pratique culturelle, une consommation culturelle, un intérêt pour une expression artistique en particulier ou une thématique en particulier ou un genre en particulier, c'est quelque chose qui est inscrit dans le temps. C'est-à-dire que ce qui se passait dans les années 60 et 70 ne va plus exister aujourd'hui en 2020. Donc, on ne peut pas exiger des jeunes aujourd'hui à qui on fait une proposition d'une offre culturelle complètement déconnectée avec la demande, d'avoir un intérêt pour cette offre-là. D'où l'intérêt de savoir ce que les gens veulent, attendent, ce qu'ils aiment bien, etc. Donc, aujourd'hui, moi, il y a un mot malheureusement qui est très utilisé aujourd'hui dans la scène culturelle tunisienne un peu traditionnelle, c'est d'appeler le rap, et on a tous vu le niveau d'appréciation du rap, comme musique alternative. Elle n'a rien d'alternatif. C'est la musique clairement mainstream aujourd'hui. Hein. En Tunisie, poussé, déclaré comme étant officiel, poussé par privé ou public, hein, etc. Aujourd'hui, c'est une musique alternative. Elle est portée par les mass médias et pas du tout par le secteur culturel traditionnel. Donc, effectivement, si on est totalement déconnecté par rapport aux pratiques d'un temps particulier, moi, j'ai toujours donné l'exemple du jazz. Le jazz, dans les années 1910-1920 aux États-Unis, c'est comme le rap en Tunisie aujourd'hui. C'était quelque chose considéré comme étant c'est pour l'underground, certaines catégories socio-professionnelles à Harlem, à New York, des catégories faibles, de faibles revenus, probablement non éduquées, etc. Aujourd'hui, c'est une musique d'élitiste, d'élite, le jazz. Le rap, ça va certainement être pareil. Hein. Ça va évoluer dans le temps, il y aura d'autres styles de musique qui vont émerger. Et en fait, il faut absolument s'intéresser au moment, au momentum, d'où l'intérêt de ce genre d'études. Comprendre l'intérêt d'un moment en particulier. Et de répondre à cette attente. D'accord. Merci. On passe à la question suivante qui nous vient de Qais. Donc, cette fois, ça va être en arabe. Donc, هل يمكن أن يتجه دعم الأنشطة الثقافية إلى المؤسسات العمومية عوضاً عن أن يكون الفون هذا ضرورة مراجعة سياسات الدعم من الصناديق الثقافية. معناها si ce soutien devient plus axé sur la révision des politiques culturelles plutôt que soutien des activités culturelles dans les organismes de la société civile. Mettre l'accent, le curseur plus sur cette nécessité de revoir, de réévaluer ces politiques culturelles. Donc, s'il y a quelqu'un qui veut, des panélistes qui veut réagir à cette question.
Moi, si je lis les chiffres, hein, moi, si je vais lire les chiffres, je pense qu'il faut que ça aille dans les deux sens. Parce que là, d'abord, on parle d'un ancrage. Et pour qu'il y ait ancrage, il faut qu'il y ait une politique globale, générale, etc. Il faut que ça soit mené. Mais de l'autre côté, c'est vrai que pour plus d'efficacité, et c'est pour cette raison qu'on a parlé d'impliquer les différents intervenants, mais dans une logique intra-institutionnelle et aussi inter-institutionnelle. Donc, il faut les deux. Et les deux sont très importants. On ne peut pas être dans l'opérationnel sans être dans le stratégique. Et le stratégique, il ne peut pas être fait par des associations éventuellement ou au niveau d'une école. Donc, le stratégique, il faut que ça soit une politique d'État. Après, au niveau de l'opérationnel, oui, je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord et c'est la raison pour laquelle, dans l'une des recommandations, c'est important dans les régions qu'il y ait éventuellement un coordinateur au niveau de la région qui puisse assurer la coordination entre les différents intervenants, que ce soit l'école primaire, jardin d'enfants, l'association qui se trouve dans cette activité, l'université. Il y a beaucoup de verbal qui est revenu sur le rôle des universités et des étudiants parce qu'ils se rendent compte que les activités culturelles pendant cette période d'âge est très importante aujourd'hui. Il y a une dynamique qui est en train d'être créée. Sauf qu'une fois l'étudiant, il termine, il rejoint les bancs du boulot, du travail, etc., et bien, il y a une rupture. D'accord. Merci, Amel. Je vais donner la parole à Damien qui a peut-être des réponses, des éléments de réponse supplémentaires par rapport aux questions de diffusion de cette enquête. Donc, je cède la parole à Damien. Oui, merci beaucoup à toutes et tous. C'est vraiment passionnant. Je suis très heureux qu'on ait cette discussion. Il y a eu plusieurs questions concernant la publication ou la diffusion de ces données. Et donc, je voudrais y répondre en disant que Tfanen, comme tout ce qui produit pour l'Union européenne, va publier les principales données de cette étude sous forme d'une publication dans les mois à venir. Donc, c'est quelque chose qu'on va commencer à travailler et on va réfléchir au format que ça va prendre. Donc, oui, il y aura une diffusion de ces résultats. Ça ne va pas rester verrouillé dans un coffre sans que personne puisse voir ces résultats. Il y a un deuxième point que je voudrais faire, c'est concernant les politiques culturelles. On a dans le panel personne des responsables des politiques culturelles et donc je voudrais juste rappeler qu'on ne travaille pas dans un vide de politique culturelle. Si cette enquête a eu lieu, c'est que le ministère a accepté et a demandé qu'elle ait lieu. Le ministère a été consulté, les questions ont été partagées avec le ministère. Et donc, cette enquête, c'est la volonté du ministère des Affaires culturelles de l'avoir menée. Et moi, je voudrais saluer le courage et la détermination des personnes qui ont demandé à Tfanen de faire ce travail parce que, comme me disait David Fajol tout à l'heure, c'est les résultats de ces enquêtes, c'est les patates chaudes qu'ensuite on se passe de l'un à l'autre parce que certains résultats peuvent être interprétés de manière sensible. Donc, moi, je trouve extraordinaire qu'on arrive à avoir cet espace de discussion, mais je trouve qu'il est extrêmement important de rappeler que on n'est pas dans un vide total et qu'il y a beaucoup de choses qui se font, qu'il y a beaucoup d'acteurs culturels qui existent au niveau public sur le terrain. On les a rencontrés, on travaille avec eux et avec elles tous les jours à Tfanen, dans les régions, dans le Grand Tunis, mais aussi dans les régions plus lointaines. Et il y a des personnes qui sont extraordinairement déterminées, motivées et qui ont la vocation pour développer toutes sortes de pratiques culturelles avec toutes sortes de citoyens et de citoyennes. Donc, je voudrais rappeler ça et rendre crédit quand même à l'appareil public. Après, on peut avoir des débats sur le comment et l'efficacité et l'optimisation, mais je pense que c'est important parce qu'ils n'ont pas la voix là. Et il y en a beaucoup qui sont avec nous dans cette discussion, qui nous écoutent. Et je suis sûr qu'ils aimeraient peut-être s'exprimer, mais peut-être aussi par devoir de réserve, ils ne le font pas en tant que fonctionnaires. Donc, je pensais que c'était important de dire ça et de les saluer, de les remercier et encore une fois de leur souhaiter la bienvenue dans cette discussion. Merci beaucoup. Merci
Merci Damien pour ce rappel assez précieux quant aux acquis de Tfan et sa contribution donc, quant au développement des pratiques culturelles en Tunisie. Je passe à la question de Tarek Bouzid. Donc ça concerne un peu la pérennité des initiatives culturelles dans les régions. Donc la question est la suivante. Comment peut-on avoir la continuité des initiatives dans les régions, sachant que la continuité nous offre la tradition de la culture au niveau de la formation ou les festivités. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut réagir à... Je vois qu'un mail qui hausse la tête, donc je vous donne Parce que la parole. c'était une des recommandations les plus importantes. Quand on a fait le travail avec les acteurs, c'est presque une recommandation transversale. Tous s'accordent à dire que la pérennité est une des raisons qui va aller vers cet ancrage qui est demandé. Donc, c'est très important. Sauf que, justement, la vraie problématique, c'est comment parvenir à établir cette pérennité si jamais il n'y a pas de financement. Et c'est pour cette raison, tout à l'heure, Ahmed, en voyant un petit peu ta proposition par rapport à ces chèques, j'allais dire chèques cadeaux, parce que vous faites, c'est des chèques cadeaux, ces chèques culturels, etc. Moi, je pense qu'il faut trouver des solutions dans ce genre pour trouver un financement de ces activités. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, qui vient aussi des acteurs, mais aussi par rapport au travail que moi, personnellement, j'ai pu faire avec Tfan en rencontrant un certain nombre d'acteurs, les acteurs aujourd'hui, les offreurs, ne sont pas dans cette logique entre guillemets entrepreneuriale. Donc, quand ils font une activité, un événement, ils organisent un événement, ils recherchent un financement et pas lancer l'activité ou l'événement dans une logique entrepreneuriale de telle sorte que cet événement soit rentable et qu'il puisse s'autofinancer par lui-même. Donc, il y a une défaillance à ce niveau très importante. Et moi, je me rappelle, Damien, vous étiez présent, je me rappelle que quand j'étais avec les acteurs, que je parlais de rentabilité et d'entrepreneuriat, etc., eh bien, un certain nombre d'acteurs économiques qui ne sont pas nécessairement aujourd'hui dans le privé, Ahmed va me dire non, ce n'est pas tout le monde, je sais que ce n'est pas tout le monde et heureusement pour nous, eh bien, il y a beaucoup d'acteurs, pour eux, travailler dans la culture, c'est travailler dans les arts, etc. Et donc, on n'est pas dans une logique de gain d'argent, d'entrepreneuriat, etc. Donc, il y a un travail certainement à faire à ce niveau. Et je me rappelle, il y a une des actions qui a été faite par Tfan et que je salue beaucoup, c'est ce travail sur la professionnalisation du secteur, comment faire que les acteurs, justement, ils deviennent des entreprises qui travaillent dans une logique de pérennité, de sustainability. Voilà. Donc, c'est ce que je propose comme réponse. Merci, Amel. Quelqu'un d'autre veut prendre la parole par rapport à ce point ou on passe à la question suivante? Je voudrais répondre parce que c'est une grande problématique. Oui, c'est une grande problématique. Il y a un courant de pensée qui dit que la culture, il faut la soutenir. Il y a un autre courant de pensée qui est beaucoup plus anglo-saxon et beaucoup plus américain qui nous dit qu'il faut que la culture rapporte de l'argent. Il faut que la culture soit un investissement rentable. Il y a une politique qui est beaucoup plus une stratégie française qui est de dire c'est l'État qui doit investir. Et moi, je vais parler d'une expérience que j'ai vécue personnellement, que je suis en train d'observer. Aujourd'hui, on trouve de plus en plus de groupes de théâtre, de profs de théâtre qui donnent des cours à des personnes. C'est des entités économiques qui sont viables. L'exemple, la plus grande réussite pour moi, ça a été la plus connue, mais on a beaucoup d'autres. La plus connue, c'est El Teatro. C'est-à-dire El Teatro, sans aucune subvention, Sijbeli a réussi à créer une école de théâtre où beaucoup de gens y vont, payent de l'argent et il y a d'autres aussi, dans d'autres secteurs, dans la musique. Il y a aujourd'hui beaucoup de groupes de chant, il y a beaucoup de petites académies dans les quartiers de chant où on donne des cours et je crois que ça, c'est quelque chose parce qu'il ne faut plus que la culture survive par les subventions. Moi, je trouve que c'est vraiment dans les temps, quand les temps deviennent difficiles et l'État n'a plus assez d'argent, on peut.
D'accord, c'est bien noté, si Mohamed. Si Ahmed veut prendre la parole, si on peut rapidement. Rapidement sur la question. Il nous reste voilà, presque 15 minutes avant de conclure et le temps de récolter les autres questions. Merci. Je vais être très rapide sur cette question de business dans la culture ou la culture pour la culture et les arts dans un point de vue purement civilisationnel et artistique. En fait, c'est pas totalement antinomique. Hein. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver dans une situation, une structure ou une entreprise, ce qu'on appelle le mix revenu. Le mix revenu, c'est caractéristique des secteurs culturels, créatifs, médias notamment, où on fonctionne à la fois avec un bout de subvention et des rentrées propres. Le plus important, c'est que ça soit réfléchi. C'est-à-dire que ou bien je fais que du business et je fais ramener que de l'argent et ça existe et c'est très bien, ou je ne fais que de la subvention et c'est une logique. Et donc, je me prépare à ce qu'il y ait, avec toute la structure nécessaire en interne, pour justement aller lever des fonds constamment. Il faut savoir mixer les deux et c'est le propre du secteur culturel. Alors certes, chez les anglo-saxons, ce n'est probablement pas l'État lui-même qui finance, mais c'est plutôt du mécénat d'entreprises qui va financer certaines entreprises culturelles. Mais l'acte culturel, l'entreprise culturelle, il y a plusieurs manières de se faire financer entre le mécénat, Je pense qu'il y a un problème de connexion avec Sid Ahmed. Est-ce que vous nous entendez? C'est un peu coupé, Sid Ahmed. Je ne sais pas à quel moment ça a coupé, mais ce n'est pas grave. Merci. Donc, je passe à la question suivante qui nous vient de… merci, donc Ahmed. La question suivante vient de Asma Germezi autour des nouvelles technologies, notamment le smartphone. Donc, elle dit que le smartphone, ça c'est une question qui peut concerner, solliciter l'intérêt de tous je pense, les panélistes qui sont présents avec nous aujourd'hui. Le smartphone, fort présent dans la demande culturelle, de l'information à l'accès, à la consommation. Donc, en Tunisie, la question, c'est savoir dans quelle mesure peut-on fructifier ce potentiel, sachant que cela n'est-il pas lié à tout un programme de digitalisation. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait réagir à cette question? Je vais dire un mot. Eh bien, pour moi, je considère que le smartphone, c'est un support. C'est uniquement un support, c'est un canal de diffusion. Et donc, c'est vrai, c'est-à-dire, je vais prendre juste l'exemple de la télé. Avant, les gens regardaient la télé en famille. Aujourd'hui, les gens regardent tout le temps la télé, mais chacun tout seul sur son écran et chacun au moment où qui choisit lui-même. Donc, pour moi, le smartphone, c'est juste, il va bouleverser certaines habitudes. Ce n'est pas lui qui va changer. Par contre, en revanche, je crois que la culture, par contre, pas le smartphone, mais l'Internet, a fait que la culture devient de plus en plus internationale. C'est-à-dire avant, je me rappelle, c'est-à-dire on allait au festival de Carthage pour découvrir certaines danses du Kazakhstan ou des danses de Chine. Aujourd'hui, la culture est beaucoup plus accessible. Les différentes cultures sont beaucoup plus accessibles parce que Internet permet aux gens de tout voir. C'est un outil de découverte du monde très important. D'accord. Et c'est comme pour la nourriture. Hein. On commence à découvrir beaucoup de plats à l'international, chose qui, il y a 30 ans, on connaissait même. Merci, si Mohamed. Si Ahmed veut prendre la parole rapidement, on va peut-être récolter une autre question avant de conclure. Ça dépendra de la rapidité de ta réponse. Non, mais effectivement, le smartphone, ce n'est qu'un support. Il faut juste s'adapter au support, c'est tout. Enfin, il n'est pas en soi. Par contre, le digital, et c'est une tendance, là, clairement, il va falloir faire. Je crois qu'il y a une question par rapport au Covid. Moi, je voulais faire une petite intervention. En fait, c'est une intervention qui est liée à cette série de tables rondes qui s'inscrit dans le cadre du mois de l'Europe et de la semaine de la culture. Donc, par rapport à la digitalisation des services et des produits de la culture, il y aura une table ronde après-demain, jeudi, de 15h à 17h. Réalisation
dans la culture et par rapport à l'adaptation de Tfanen en tant que projet d'appui au secteur culturel, notamment par rapport à la crise du Covid. Donc, je vous invite à participer à cette table ronde pour avoir plus d'éléments sur la digitalisation des services culturels. Voilà. Merci, Mohamed Ali. Est-ce qu'on a le temps de prendre une autre question avant de conclure? Peut-être une dernière question qui est un peu générale, peut-être, alors qui nous vient de ML Arbewi. Donc, cette question, elle est en rapport avec la consommation du contenu culturel en partant d'un constat. Est-ce que donc ça a un rapport avec les résultats de l'enquête à travers l'exposé que vient de nous faire Madame Amel et Simoham? Est-ce que les jeunes consomment plus un contenu plutôt local ou on va plus vers un dépassement, c'est-à-dire des frontières? On consomme plus quelque chose qui relève de l'international, de l'universel. Donc, c'est un peu le caractère culturel, la tunisienneté, entre guillemets, du contenu culturel par rapport à ces pratiques-là. Je pense que ça concerne un peu les résultats et du sondage qui ont été menés dans le… Eddie, si je peux me permettre d'ajouter une dernière question, c'est sur la pandémie. Ça serait intéressant d'entendre Mohamed et Amel sur la prise en compte de la pandémie Covid dans les enquêtes. Parce qu'on a eu plusieurs questions. Je vais juste évoquer 2 points dans l'étude qui montrent que malgré l'ouverture, c'est-à-dire l'Internet a permis l'internationalisation de la culture, en revanche, ce que vous allez remarquer en revenant, c'est-à-dire ce qu'on regarde à la télé, en premier lieu, c'est des feuilletons tunisiens. Les meilleures musiques qu'on écoute, c'est le rap tunisien. Et ça, c'est-à-dire malgré l'ouverture, parce que souvent avant, il y a quelques années, les gens avaient peur de l'ouverture. Or, l'ouverture a fait, moi, c'est une constatation que je fais, redécouvrir le tunisien. Redécouvrir, aussi, je peux citer une musique qui est le mezoud, qui était une musique interdite sous Bourguiba. C'était une musique où c'était interdite à la radio. Et aujourd'hui, les jeunes commencent à la découvrir. Elle est même modernisée. Donc, je trouve que c'est vrai qu'on découvre d'autres cultures, mais aussi on découvre notre propre culture. Et la découverte de l'étranger permet à notre culture de s'adapter et se moderniser. D'accord, merci. C'est bon. Je passe à une question aussi importante. Je voulais juste intervenir avant de passer à la question suivante, et c'est par rapport au contexte du Covid. Et comment ce sondage a traité cette question. En fait, on n'a pas eu le temps de montrer tous les résultats de l'étude puisqu'on est limité par rapport au temps, mais par rapport aux questions qui ont été posées, il y avait systématiquement une question par rapport à l'impact du Covid-19 sur la pratique culturelle, que ce soit la lecture, le théâtre, le cinéma, la musique, etc. Donc, oui, l'étude prend en compte l'effet de la pandémie sur les pratiques culturelles des Tunisiens et ça va être traité dans la publication prévue, comme a mentionné Damien, sur les pratiques culturelles en Tunisie. Voilà. D'accord. Mais si juste je rajoute un point, un autre point, parce que justement, la période Covid, c'est vrai que tout le monde en a souffert, les artistes en particulier, mais il y a certains qui disent, au fait, ces moments de crise, ce sont des moments de créativité, donc il y a des peintres qui ont produit plus, des créateurs qui ont créé plus, mais ils disent que le problème reste toujours un problème de diffusion. Merci, Amal. Donc, je passe peut-être à avant-dernière question, ou peut-être la dernière question, donc, qui nous vient de Imed Nawar. Donc, ça va être en anglais. Is there any future strategy to encourage governments in integrating culture in school syllabus? Donc, c'est une question qui est destinée à tous les panélistes. S'il y a quelqu'un qui veut y répondre. Moi, je pense que ça fait partie des propositions. Vas-y, Damien, vous allez prendre la parole, mais c'était une des propositions aussi qui a été faite. Parce que c'est vrai, qu'on le veuille ou pas, ce travail d'ancrage qui doit commencer déjà
tout à fait au début de l'enfance, ben, c'est censé aller dans ce sens. Donc, il y a certainement, sauf que bon, nous, on n'a pas la réponse. Hein, comme le disait Damien, c'est peut-être aux intervenants du public de préciser quelles sont les stratégies qui sont faites à ce niveau, etc. Mais c'est une demande, c'est une des recommandations faites pour stimuler et la consommation culturelle et la pratique culturelle du Tunisien et de la Tunisienne. Donc, ça a été fait dans Juste un mot là-dessus, peut-être. C'est le lien entre les structures éducatives et le culturel. Ça, c'est un domaine qui, effectivement, nous échappe un peu à Tfanen. Ce n'est pas quelque chose sur lequel on a été orienté, mais en tout cas, c'est une des conclusions, certainement, du programme depuis 4-5 ans. Et puis, c'est un thème qui est tellement important qu'on l'a mis aussi à l'agenda du dialogue du 26 mai, qui aura lieu à un niveau assez haut, avec le chef de délégation de l'Union européenne et un représentant du ministère des Affaires culturelles. Et nous avons aussi invité la directrice de la Bibliothèque nationale, Madame Raja Ben Slama, qui est aussi spécialiste de la question de l'enfance et de l'accès des jeunes publics au patrimoine culturel, pour justement nous partager ses réflexions sur ce thème-là. Si vous le permettez, un dernier point, justement, dans les recommandations faites par les acteurs. Non, mais vraiment un point. La recommandation, en fait, c'est justement même une formation des formateurs dans ce sens. Les enseignants généralistes, les enseignants de l'art. Il y a une critique qui a été faite par rapport à ça par les experts qui disent qu'ils n'ont pas les compétences nécessaires justement pour motiver l'enfant, pour créer cette envie d'aller vers cette éducation artistique. Et dans la proposition, il propose de travailler avec des historiens, de travailler avec des vrais artistes, etc., et que l'école s'ouvre sur les professionnels de la culture. Et c'est une des recommandations faites à ce niveau. Merci Amal. Je pense que malheureusement, il ne reste plus assez de temps pour récolter toutes les questions restantes, mais j'espère qu'on aura l'occasion de développer ça dans des occasions ultérieures. Donc, merci à vous, merci à tous les panélistes, à tous ceux qui nous suivent, tous nos followers en live streaming. On a essayé vraiment de rendre compte de ces questions. J'espère que vous avez cette table ronde vous a un peu enrichi et nourri justement toutes vos réflexions par rapport aux problématiques liées aux pratiques culturelles en Tunisie. Donc, j'aimerais rappeler, avant de clôturer, les événements à venir, donc après cette table ronde. Donc, comme vient de rappeler Dali, il y a donc la deuxième table ronde qui aura lieu demain, 19 mai, même heure, de 15h à 17h, autour des enjeux et perspectives du secteur des festivals, donc avec notre collègue Brahim comme modérateur. Troisième table ronde, ça va être le 20 mai, autour de la thématique des nouveaux paradigmes du digital et adaptation de Tfanen, donc ça va être aussi à la même heure, sans oublier, bien entendu, le dialogue international de Tunis qui aura lieu le 26 mai de 15h à 17h. Je vous remercie beaucoup pour votre intérêt à cette table ronde, pour toutes ces propositions. Peut-être Damien aura quelque chose à rajouter par rapport à ce qui vient d'être dit. Juste des remerciements à toi, Hedi, pour ta modération, à l'équipe ProData, Mohamed et Amel pour le travail vraiment extraordinaire que vous avez fourni, Ahmed Amin aussi pour avoir exploité ces données, rebondi et enrichi les études, et puis à nos collègues de l'organisation, Mariem Siala qui a fait un très, très gros travail de préparation avec Dali Zorgati, toute l'agence de communication qui nous a soutenus aussi en temps de confinement généralisé. Ça n'était pas facile et j'en oublie certainement, mais voilà, je voulais remercier aussi tous les participants. C'était, je pense, un très bon début pour cette série de tables rondes. J'espère qu'on aura l'occasion d'en organiser d'autres. Merci. Merci, à la prochaine, j'espère. Rendez-vous pour les événements à venir. Merci pour votre confiance. Merci à toute l'équipe de Tfanen.